Alors bonjour à toutes et à tous. On laisse rentrer les derniers supporters. Derniers supporters, il y a foule. Je ne sais pas si on voit en fait là, avec la visio, je ne sais pas si on voit la salle. On est loin du volume des stades du Qatar, mais le cœur y est. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour les ateliers qu'on appelle MVP, mieux vaut prévenir. On est sur la prévention, en tout cas l'aide aux entreprises en difficulté. Alors, je remplace Thierry Baquet, qui est donc président du CIP, mais qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir pour animer un débat sur l'accompagnement de l'expert comptable. On est bien chez les experts comptables, c'est bien chez nous. L'accompagnement de l'expert comptable dans les entreprises en difficulté et dans le cadre des procédures collectives. Et je serai ce soir accompagné d'un binôme que vous connaissez puisqu'ils sont déjà intervenus. C'était il y a 2, 3, 4 semaines sur le sujet de la prévention. Donc, à ma gauche, Alexandra Blanc, administrateur judiciaire, Arva administrateur, et 5 études, c'est ça, ce que tu m'as dit. Et Nassim Gaimi, qui est avocat à la Cour, spécialiste sur le restructuring, et avec qui j'ai eu le plaisir d'animer également aux universités d'été sur les sujets de prévention. Voilà, donc le cadre étant posé. La thématique, c'est l'accompagnement de l'expert comptable. On est bien dans un sujet d'accompagnement. Ce n'est pas de la prestation purement technique, mais c'est un vrai accompagnement, puisque l'entreprise en difficulté, c'est avant tout une nouvelle aventure d'un dirigeant de PME qui est obligé de confier sa vie, sa boîte et son environnement personnel à des tiers avec lesquels il n'a jamais eu l'habitude de travailler, donc auxiliaire de justice, avocat, puisque ce sont des procédures éminemment juridiques, et donc auxiliaire de justice, administrateur judiciaire et mandataire représentant des créanciers dans le cadre d'une procédure collective en redressement judiciaire, notamment. Voilà, je vais peut-être laisser quand même mon binôme, mes intervenants du soir et se présenter et peut-être avancer sur ce sujet de procédure collective. On a décrit la dernière fois les sujets, l'environnement de prévention de l'entreprise, et on rappelle qu'il y a une ligne rouge qui est l'état de cessation des paiements. Donc à gauche, c'est-à-dire en amont de l'état de cessation des paiements, je suis toujours sur mon organigramme, ma flèche de temps, etc. Donc ça, effectivement, vous ne le voyez pas, mais en amont de l'état de cessation des paiements, je pense que tout le monde a compris ce que ça signifiait. Eh bien, on a un champ des possibles de l'entreprise et on a un périmètre de protection de l'entreprise et de son dirigeant qui est important. Et à droite, c'est-à-dire après l'état de cessation des paiements, et après une ligne rouge écarlate qui est 45 jours après l'état de cessation des paiements, le champ des possibles se restreint considérablement et souvent au détriment de l'entreprise, de son actif, de ses salariés et de son dirigeant. Ce que va brillamment nous expliquer nos intervenantes ce soir. Maître. Merci beaucoup. Donc c'est vrai, effectivement, on voulait revenir avec Nassim parce que du coup, vous êtes peu nombreux ce soir dans la salle, mais on sait que vous nous soutenez moralement à travers vos écrans. On a eu quand même pas mal de demandes à la suite de la dernière formation sur la prévention, enfin de notre intervention, on ne prétend pas former, mais au moins informer. Et vous êtes pas mal revenus sur la notion d'état de cessation des paiements, justement. Ou alors effectivement, on a cette définition légale, on la maîtrise parfaitement, en tout cas on la lit dans les bouquins, on en entend parler, mais vous nous avez pas forcément cru sur la mise en pratique, et je pense que du coup avec Nassim on disait que ce serait peut-être pas mal qu'on revienne sur effectivement qu'est-ce qu'attendent de vous les présidents de juridiction en prévention, et de toute façon ça nous permettra d'y revenir sur la partie procédure collective. Donc l'état de cessation des paiements, encore une fois on vous le redit, c'est vraiment une notion de trésorerie et c'est pas une vision bilancielle. Donc, quand vous avez un dossier où vous posez la question de toute façon de savoir dans quel cadre vous voulez le mettre, prévention ou procédure collective, il faut vraiment que vous ayez la vision de vous dire le président du tribunal, il doit prendre une décision notamment en amiable à l'ouverture de la procédure.
Donc, il doit savoir si la boîte, oui ou non, elle est en état de cessation des paiements. Et pour ça, notamment si vous êtes dans des missions de révision des comptes, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir les informations. Il n'y a que le dirigeant qui peut vous fournir les informations. Donc, avec Nassim, on s'est dit qu'on reviendrait sur cette notion parce que c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir sur tous les modules qu'on fera, c'est cette notion d'état de cessation des paiements que vous devez absolument savoir vulgariser à vos clients parce que c'est ça qui fait que vous allez leur rendre accessible la notion et qu'ils seront susceptibles de venir nous voir parce qu'ils auront compris qu'ils ont besoin de quelqu'un spécialiste de la matière qui est susceptible de pouvoir les aider. Donc, on revient, Nassim, sur la notion d'actif disponible. Alors, on vous l'a dit déjà sur la notion, peut-être la redéfinir. Et puis après, on construit les vases pour que ce soit très clair dans l'actif disponible, ce qu'on met, dans le passif exigible, ce qu'on met, les leviers d'optimisation qu'on vous donne et après, ce que du coup, vous devez expliquer à votre client. Merci Alexandra. Donc, en effet, il est vraiment fondamental de revenir sur cette notion d'état de cessation des paiements qui est composée de deux éléments essentiels à identifier. C'est l'actif disponible et le passif exigible. Et cette appréciation se fait à un instant T. Donc, c'est pas sur une période, c'est pas sur un exercice comptable, c'est même pas sur une semaine ou un mois, c'est à une journée précise. Et on fait une comparaison de deux chiffres, l'actif disponible et le passif exigible. L'actif disponible, on insiste dessus, c'est uniquement les disponibilités à date de l'entreprise. Donc, ces disponibilités, c'est-à-dire sa trésorerie, son argent, pour parler de façon très triviale. Alors, il y a deux façons de voir l'argent. Il y a la monnaie, ce qu'on appelle fiduciaire, et la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, c'est les pièces et les billets qu'elle a aujourd'hui dans sa poche. Et la monnaie scripturale, c'est toutes les unités de compte. Donc, c'est-à-dire toutes les inscriptions en compte sur un compte bancaire. Donc, pour être très simple, pour connaître l'actif disponible d'une société, en dehors de la monnaie fiduciaire, pour un épicier, évidemment, on va le prendre en compte parce que c'est important pour lui, mais pour une entreprise, une PME, l'actif disponible, ça va être le solde créditeur de ses comptes en banque. Alors, si elle a plusieurs comptes en banque, on va additionner les soldes créditeurs. Mais uniquement les soldes créditeurs ouverts à son nom, pas les soldes créditeurs de la société mère ou de la filiale. C'est uniquement les comptes ouverts au nom de la société en question. À cela, on va pouvoir ajouter les autorisations de découvert et par hypothèse, les découverts autorisés qui ne sont pas encore complètement consommés et les équivalents de découverts, c'est-à-dire toutes les lignes de crédit qui sont déjà en place et qui sont par nature, encore une fois, non encore consommées. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, on est rentré un petit peu dans le détail la dernière fois où on a évoqué une exception, mais c'est vraiment une exception, c'est la possibilité de prendre en compte tout ce qui a été, tout ce qui pourrait être factorisé auprès d'un factor. Mais les conditions posées par la jurisprudence sont très strictes. Il faut que cette mobilisation auprès d'un factor permette d'avoir un actif certain dans un délai de 24 à 48 heures. Et ça suppose qu'il y ait déjà, évidemment, une relation avec un factor, une relation qui fonctionne, donc une relation établie. En dehors de cette situation qui est en fait assez rare, on ne prend en compte que ce qui est inscrit sur le compte en banque de la société un jour donné. C'est ça l'actif disponible. On oublie tous les autres actifs, c'est-à-dire le compte client, on l'oublie, toutes les factures à recevoir ne font pas partie de l'actif disponible, les immobilisations et les stocks, même des stocks qui ont une extrême valeur et une liquidité très très forte, ne font pas partie de l'actif disponible. Ouais, donc du coup, c'est là où je vous dis, quand vous nous dites dans les dossiers, quand on vient en premier rendez-vous avec nous, souvent on nous dit je vais faire une situation comptable. La situation comptable, là, elle sert à rien parce que à part imprimer le relevé de compte du client, vous ne pouvez pas faire plus. Donc en fait, c'est au dirigeant de faire sa situation active-passive en fait. C'est à lui de prendre un tableau Excel et de mettre dans la colonne actif et il vous dit la trésor. Donc c'est vraiment très pragmatique et c'est vraiment à l'instant T. Donc comme le dit Nassim, il y a 1 heure, vous étiez en état de cessation des paiements, 2 heures après, vous n'y êtes plus parce qu'effectivement, vous avez un flux client qui est rentré. Donc c'est vraiment pragmatique et il ne faut vraiment pas aller plus loin. Donc ça, c'est pour l'actif, Nassim. Et après, on a le passif exigible. Et le passif exigible, alors c'est tout le passif exigible. Contrairement à l'actif disponible qui est en fait très réduit, le passif exigible, il n'y a pas d'exception.
c'est tout le passif exigible. Alors, j'insiste, c'est pas tout le passif de l'entreprise, c'est le passif exigible, c'est-à-dire tout le passif échu. Mais c'est tout le passif échu. On ne retranche aucun passif qui serait échu. Donc un passif échu peut avoir, c'est toute nature, des fournisseurs, des salaires, des charges, des loyers, etc. Donc il n'y a pas de limite dans la nature des passifs à prendre en compte dès lors que l'échéance est arrivée le jour même ou que l'échéance soit arrivée il y a une semaine ou un an. On prend l'ensemble du passif échu à un instant T. C'est toujours à un instant T. Ça veut dire que j'ai pas payé mes charges patronales, j'avais pas la trésorerie, mais j'obtiens un moratoire de l'URSSAF qui me donne 3 à 4 mois pour payer ça. Ce n'est donc plus exigible, qu'on soit bien d'accord. Absolument. Puisque le moratoire. Si c'est respecté. Si le moratoire est respecté, mais je veux dire, à un instant T à l'obtention du moratoire, ça ne rentre plus dans le passif exigible puisqu'on a obtenu un moratoire. Alors, idem pour ses fournisseurs, idem pour ses créanciers financiers, etc. Mais comme tu le dis, ça déjà, c'est un levier d'optimisation. Parce que souvent, malheureusement, on n'a pas l'écrit de l'échéancier. C'est souvent, mais oui, mais t'inquiète pas, Paul, il m'a donné 4 mois pour payer la facture. D'accord, mais est-ce que Paul, il a écrit qu'on a 4 mois pour payer la facture? Évidemment, non. Et le problème, c'est que le jour où le dirigeant il va aller devant le président, il suffit qu'il demande les justificatifs de l'échéancier fournisseur ou de l'échéancier, alors par patronal, effectivement, il y aura l'échéancier URSSAF, mais malheureusement, on a des dirigeants qui écrivent pas assez, qui tracent pas assez ces échéanciers-là, et le jour où on en a besoin justement pour justifier un passif non échu, on n'arrive pas à le tracer. Oui, alors je ne voudrais pas qu'on revienne trop sur les sujets de prévention parce que c'est peut-être pas le débat du jour, mais je pense que ce qui est important à bien garder à l'esprit, c'est que votre passif, de toute façon même pour une procédure collective, pour l'entrée d'une procédure collective, le passif, la réussite d'un paiement de ses dettes à un instant T où on ne peut pas payer, la réussite de l'objectif, c'est je me sors de ce pétrin en remboursant mon passif, mais sur une donnée donnée, sur une durée négociée avec mes créanciers dans le cadre d'une prévention ou sur une durée fixée dans le cadre d'une procédure collective avec une échéance maximale de 10 ans, c'est surtout d'arriver à le cantonner, ce passif. Alors pour parler de la prévention, si le passif est atomisé, le pire des scénarios, c'est je ne fais rien, ce qui est une réaction naturelle, je mets la tête dans le guidon et puis comme toute difficulté que j'ai pu avoir avant, je vais les régler après. Bon, ne rien faire, on sait bien que c'est pas une solution et que ça ne fait qu'empirer les choses. Deuxième très mauvais input dans ce genre de situation, c'est je vais gérer moi-même. Donc je vais négocier un peu avec la banque, je vais négocier avec tel fournisseur, je vais négocier avec le fonds social, je vais négocier avec le fiscal. Sauf que cette négociation, elle est déjà individuelle, donc on perd du temps, de l'énergie, à l'inverse d'une négociation globale. En plus, il faut bien comprendre que votre partenaire financier, même si vous avez l'habitude de discuter avec votre partenaire et votre interlocuteur bancaire, sachez que si vous êtes en défaut, ça sera les commissions spéciales des banques et ça ne sera pas le même interlocuteur et votre dossier sortira du giron avec votre interlocuteur classique et chaque créancier raisonnera à l'aune de ses propres intérêts et non pas à l'aune de l'intérêt global de l'entreprise. Donc la prévention, non, je ne vais pas passer par un conciliateur, non, je ne vais pas ouvrir une procédure au tribunal de commerce parce que je vais être fiché, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, on est en France. Non, ce n'est pas non plus une bonne solution parce que c'est un scénario catastrophique où je vais finalement mettre des petits bouts de passif un peu partout en me disant je vais être en dessous des radars et je vais pas être voilà, mais non, ça ne résout rien et ça ne fait qu'aggraver les choses parce que du coup à un moment donné, s'il faut vraiment négocier de manière globale avec les créanciers, autant un administrateur judiciaire, un auxiliaire de justice qui devient conciliateur par l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui va le nommer, il pourra négocier avec le financier, le social, le fiscal, tout ça on sait faire, mais s'il y en a un peu de partout et qu'il faut, au lieu de mettre 2 ou 3 créanciers autour de la table, s'il faut en mettre 10, 15 ou 20, ça devient ingérable et c'est signe vraisemblablement d'un objectif qui sera un échec. C'est ça, et puis surtout malheureusement quand on multiplie comme ça les échanges, et là moi j'ai le cas, avant d'arriver j'en parlais encore avec une de mes collaboratrices, souvent ils multiplient les échanges et les promesses. Et il n'y a rien de pire que des promesses non tenues, quand nous, en plus, on arrive dans les dossiers. Alors souvent, ils promettent, oui, ça va arriver, ils prennent des échéanciers, ils n'ont même pas à vérifier si la CAF leur permet de faire face aux échéanciers, donc on négocie des échéanciers à tour de bras, mais en fait, on sait très bien par avance qu'on ne va pas pouvoir les payer.
Et le problème, c'est que nous, on arrive dans une situation où il n'y a plus d'échange, ni avec la banque, qu'il suffit qu'elle ait envie de dénoncer les lignes, on n'est pas très loin. Les fournisseurs, ils ne croient plus aux promesses non tenues. Et du coup, et souvent, on a déjà saisi la CCSF, donc en fait, on a tiré la seule cartouche qui nous restait sur le social et fiscal, et en plus, on n'a pas respecté l'échéancier. Et là, c'est dommage. Alors que justement, le professionnel, que ce soit en mandat doc ou en conciliation, plus tôt il arrive, plus il y a de cartes à jouer, puisqu'il n'y a pas de promesses qui ont été prises et non tenues. Donc tout le monde se fait encore confiance et on peut trouver des solutions. Plus on attend, de toute façon, mais c'est valable pour la prévention, mais c'est valable pour tout le reste. Plus on attend et plus on fait l'autruche, c'est rarement bon. Et c'est d'ailleurs pour ça que la loi prévoit une durée maximale de 4 mois pour une conciliation, plus un mois supplémentaire qui donne 5, parce que globalement, quand on se met autour de la table et qu'on arrive à négocier avec ses créanciers, une fois qu'on a pas atomisé le passif, une fois qu'on a concentré, une fois qu'on a des chiffres qui sont actualisés et qu'on a un peu de perspective et qu'on sait ce qu'on doit proposer aux créanciers, en toute hypothèse, les négociations, elles doivent aller vite. Parce que c'est tout le contexte de l'entreprise. Si on voit finalement que les créanciers ne sont pas optimistes sur le devenir de l'entreprise et puis ne veulent pas négocier, ou si une négociation traîne dans le temps et dépasse 4 mois, c'est une négociation qui n'aboutira pas. Donc, le but d'une négociation, en général, c'est on se met autour de la table, on fait un premier tour de table, on donne les éléments, on refait un deuxième tour de table pour arriver à se mettre d'accord, et ensuite on homologue un protocole qui, je pense que c'est excessivement important, qui protège l'entreprise et son dirigeant. Parce qu'en fait, tous autant qu'on est, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous pareils. Ils sont tétanisés, ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tétanisés avec leur caution personnelle. Et ils se disent, ça y est, je suis cuit, non, je continue, je bouge pas une oreille et je continue, et voilà. Alors qu'en fait, l'homologation d'un protocole, une vraie négociation bien menée, une conciliation ouverte, c'est protecteur pour l'entreprise et son dirigeant. Et si le dirigeant respecte les conditions de ce protocole et de ses engagements, plutôt que de faire des promesses qu'il n'a pas tenues, eh bien, ses cautions personnelles ne pourront pas être appelées. Donc, c'est aussi extrêmement protecteur, en plus d'un effet confidentiel de cette procédure de conciliation, en tout cas de prévention, puisque ça ne se passe que dans le bureau du tribunal de commerce, et seuls sont concernés que les créanciers qu'on met autour de la table, et pas tous les créanciers de l'entreprise. Donc, encore une fois, le seul credo à faire tenir, c'est anticipation, prévention, anticipation, et un élément, on en a parlé, mais un élément c'est un peu la tarte à la crème, hein, de la prévention, c'est les autorisations de découvert, c'est les lignes de découvert, c'est le court terme de nos clients. À partir du moment où ces courts termes sont dénoncés, vous avez 60 jours pour agir. Alors vous allez me dire, par expérience, le dirigeant reçoit le courrier, bon, encore à recommander, encore une mauvaise nouvelle, machin, bon, je donnerai ça avec une pièce comptable et puis on verra, s'en occupera. 60 jours pour agir. Au bout de 60 jours, si vous n'avez pas remboursé le truc, terminé, là, le passif est exigible, ça devient échu, et là, il n'y a pas de négociation. Hein. Le moratoire, c'est terminé, tu me rembourses ou tu vas voir ailleurs. Donc, c'est état de cessation de paiement avéré. Donc, vous avez 60 jours pour intervenir, et c'est vraiment la tarte à la crème à mon sens, hein, de la prévention, parce que ça commence par là. C'est-à-dire, la banque, elle n'y croit plus, elle se désengage, vous me remboursez. Vous avez 60 jours pour agir. Même au bout de 30 jours que vous avez donné vos pièces, etc., que vous intervenez, vous allez me dire, il vous reste 30 jours. Mais pour moi, 30 jours, c'est déjà trop tard. Parce qu'il faut déjà avoir fait un travail de pédagogie, il faut avoir rencontré un conciliateur, il faut avoir préparé une requête, qui est un élément, une demande éminemment juridique. Donc, il faut se rapprocher d'un conseil juridique, ça ne se fait pas comme ça. Ensuite, il faut aller présenter cette requête auprès du président du tribunal de commerce, avoir une réunion avec lui, et il ne vous prend pas à un instant T quand vous le voulez, c'est selon son agenda. Voilà, bref, pour moi, toute cette partie-là, elle prend 30 jours. Donc, quand vous avez 60 jours, il ne faut pas vous manifester au bout de la moitié de votre temps en vous disant j'ai encore le temps pour agir. Non, quand vous recevez le recommandé, si vous n'agissez pas tout de suite, c'est au détriment de votre entreprise, mais surtout de vos intérêts personnels, parce qu'on vous reprochera ensuite de ne pas avoir agi et tirer la sonnette d'alarme plus tôt. Et c'est déjà tard, parce que la banque, quand elle envoie le recommandé, c'est que déjà, on a perdu une chose essentielle, le lien de confiance. Alors, parfois, il y a des banques qui dénoncent les lignes de découvert parce qu'ils ne veulent plus faire ce type d'activité. Voilà, mais ça, c'est le pourcentage, c'est le 1%. La réalité, c'est que quand ils dénoncent déjà les lignes de découvert, c'est qu'ils veulent sortir le client. Et là, déjà, on sait à ce moment-là qu'au mieux, on obtiendra un plan d'amortissement sur la ligne de découvert qui a été dénoncée, mais c'est très, très rare qu'on maintienne la ligne de découvert de façon définitive. Donc, déjà, pour moi, la réception de la lettre recommandée par la banque, c'est déjà trop tard.
Et forcément, il y a eu des alertes par le conseiller clientèle à un moment donné pour dire attention, on n'a pas assez d'informations, vous êtes tout le temps au taquet de la ligne, attention, faut faire. Il y a forcément eu des alertes. Et il n'y a pas souvent que le découvert d'ailleurs, il y a aussi les fournisseurs. On commence à jouer avec le poste fournisseur, on commence à jouer avec les sociaux fiscaux et tout se cumule. Et là, c'est déjà, à mon sens, trop tard en termes de levier. Tout à fait. Et c'est souvent le signe d'un état de cessation des paiements. Exactement. Et donc, le chronomètre des 45 jours, en fait, il s'est déclenché en général bien avant la réception du recommandé. Donc là, il y a vraiment urgence. 3 points sur lesquels je voulais revenir sur ce que tu disais. Alors, sur la peur du tribunal de commerce, je pense, il y a la peur effectivement de la liquidation et tout ça, mais il y a surtout la peur de l'interdiction de gérer. Ils sont persuadés que parce qu'ils vont au tribunal de commerce, ils seront interdits de gérer. Alors ça, c'est un mythe, hein. C'est pas parce qu'on a une procédure collective qu'on va être interdit de gérer. Déjà, pour être interdit de gérer, il faut une faute de gestion et une faute, bon, je vais pas rentrer dans le droit, mais ça se démontre. Donc, le tribunal de commerce n'est pas égal à l'interdiction de gérer, ça c'est le premier sujet. Ensuite, sur le délai court des procédures de prévention, je suis bien d'accord avec toi, une procédure de prévention qui dure trop longtemps, c'est rarement bon, sauf, et le Covid, je pense, aura démontré ça, si le but de la procédure, c'est aussi de laisser le temps à la boîte de retourner son modèle. Et de plus en plus, on fait ça. Aujourd'hui, de plus en plus, on ouvre des mandats ad hoc à la place des conciliations, justement pour pas être enfermé dans la durée de 5 mois et pour pouvoir avoir une restructuration qui tient la route. Parce que on a pu voir par le passé beaucoup de procédures de prévention où on ouvrait des procédures et puis finalement, 5 mois après, on partait en procédure de redressement parce qu'en fait, on avait le temps de rien faire. Bon, de plus en plus, et même les partenaires bancaires, je pense que tu confirmeras, sont enclins à ouvrir des procédures de mandat ad hoc où on détermine le périmètre de la mission, qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, il faut tout geler, laisser le temps aux dirigeants de réfléchir sur ce qu'il veut faire du modèle, des modalités de restructuration qu'on peut appliquer, des licenciements économiques, des développements sur certains marchés. Valider que le budget qui nous a annoncé est cohérent avec la réalité, et le Covid a permis ça, c'est de montrer qu'un budget c'est pas la vraie vie et que parfois il faut du temps et que parfois il y a des écarts entre ce qu'on a pu prétendre et la réalité et que du coup il faut laisser tourner le modèle, et puis quand le modèle il aura tourné, qu'on sera sûr des chiffres et qu'on aura dû réaliser au moins sur 4-5 mois, à ce moment-là on restructurera. Et ça, de plus en plus, les partenaires bancaires sont très friands de ça, parce qu'au moins aller devant un comité en disant voilà, la boîte nous a annoncé ça, elle l'a fait, donc on va restructurer selon telle modalité un PGE ou à moyen terme, ou maintenir une ligne de court terme parce que la boîte nous démontre que ça y est, il y a un retour à la rentabilité, ça marche de plus en plus. Donc ça, on voit aujourd'hui que un cumul mandat ad hoc conciliation, si le mandat ad hoc il est vraiment anticipé 2-3 mois avant ou 4 mois avant des difficultés, ça fonctionne très très bien. Alors, je crois que de toute façon, le maître mot dans toutes les procédures d'entreprise en difficulté, qu'elles soient présentement en prévention ou en procédure collective quand on a passé le cap, il y a un seul leitmotiv, c'est la préparation, l'anticipation. Même une procédure collective, et surtout une procédure collective, ça se prépare. D'y aller en disant j'ai tiré jusqu'au dernier bout et puis je peux plus, maintenant on va voir ce qu'on peut faire, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a plus rien, il y a plus rien à récupérer, il y a plus rien pour repartir, et surtout là pour le coup dans le cas d'une procédure collective, parce qu'on va peut-être switcher sur le sujet du moment, le sujet du soir. Là on a passé le cap de la prévention. Alors une ouverture, enfin une conversion, parce que non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a deux façons de voir les choses. La façon positive, c'est j'ai démarré une conciliation, j'ai démarré une prévention, donc quelque part, je me suis garanti parce qu'on ne pourra pas m'accuser d'avoir tiré la sonnette d'alarme trop tard. Donc, il n'y a pas la sanction classique, pas de compta ou alors trop de dettes. Donc, la première sanction, c'est l'interdiction de gérer. La graduation de sanctions, c'est après, on va vous rechercher une partie du passif sur vos deniers personnels ou sur votre actif personnel parce que manifestement, il y a des choses qu'on peut vous reprocher qui sont encore plus graves. Donc, démarrer en prévention et de dire j'ai homologué un certain nombre d'accords et je m'étais engagé sur un certain nombre de choses en fonction de prévisionnels qui doivent faire l'objet d'un benchmark. C'est là le rôle de l'expert comptable et de l'accompagnement dans la prévention, c'est de benchmarker les prévisions. Et c'est là où les créanciers et l'administrateur judiciaire nous attendent. C'est-à-dire, donnez-moi des informations, mais pas l'information, le bilan de l'année dernière. Je m'en fiche de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Ça peut permettre de comprendre la situation. Bien qu'aujourd'hui, on connaisse une situation conjoncturelle
avec le climat politique, le climat économique, la hausse des matières premières, du prix de l'énergie, la situation conjoncturelle avec l'Ukraine, etc. Bon, tout ça peut expliquer tout d'un coup une réduction d'activité, etc. Donc, il y a un effet conjoncturel que tout le monde peut entendre et comprendre, surtout post-Covid. Mais il faut, nous, notre rôle, c'est quand même d'apporter de l'assurance vis-à-vis de l'administrateur judiciaire qui, lui, va mettre les créanciers autour de la table et dire, bon, bah voilà, selon les éléments financiers qui m'ont été donnés, et que je n'ai pas de raison de critiquer, etc., parce que voilà, expert comptable, c'est un gage de crédibilité, et ben voilà, j'ai une hypothèse haute, une hypothèse basse, voilà ce que j'ai besoin d'avoir, entre guillemets, comme souplesse financière pour pouvoir repartir. Mais malheureusement, la conjoncture étant ce qu'elle est, je ne sais pas, vous prévoyez 6 mois de flou, et puis finalement, les 6 mois se transforment en 8 mois, 12 mois, etc. Au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tenir votre plan. Alors, dans une certaine mesure, parfois, on peut être amené à refaire de la prévention pour négocier, mais il y a des limitations, le code de commerce prévoit des limitations. Ou alors, effectivement, si on voit qu'on cale dans le cadre de la négociation avec les créanciers et que la situation se détériore, à ce moment-là, on convertit, parce que le conciliateur dit bah, il n'y a pas de solution, et puis de toute façon, il n'y a pas de suite, donc on est obligé de convertir, et je suis obligé de donner à l'instant T l'état de cessation des paiements de l'entreprise. Donc on convertit, mais cette conversion, comme on a ouvert en amont une procédure de prévention, quelque part, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait le job. Voilà, donc c'est là où il y a deux façons de voir l'état de cessation des paiements et l'entrée en procédure collective. Soit on a été bon entrepreneur, entre guillemets, en prévoyant la situation, en ouvrant une conciliation, et auquel cas la perception qu'on a de l'entreprise, elle est forcément différente, parce qu'on a démontré qu'on avait des difficultés et on a voulu s'en sortir, on a actionné les leviers qui étaient à notre disposition. Soit, et c'est malheureusement la solution qu'on retrouve le plus souvent dans les faits, c'est je peux plus, et là j'ai plus le choix, parce que effectivement j'ai pas répondu à l'appel de la banque dans la demande de remboursement ou l'annulation de mes lignes de découvert, ou alors dans le pire des scénarios, je suis assigné par l'URSSAF et le Trésor. Alors ça fait 18 mois que ça se passe plus. On comprend. On a compris pourquoi post-Covid, et puis curieusement il y avait une petite période électorale dans la première partie de l'année, donc voilà, le but c'était pas d'emmener un train d'entreprises en difficulté devant le tribunal de commerce après avoir vu le train des malades du Covid dans les hôpitaux. Mais ceci étant, cette entrée en procédure collective contrainte par un créancier, donc souvent le Trésor ou l'URSSAF, et les assignations reprennent de manière assez vivace, et bien là, vous comprendrez bien que la perception du tribunal de commerce et du juge commissaire qui va avoir en charge le suivi de votre entreprise, ainsi que de l'administrateur judiciaire, du mandataire qui sera représentant de créancier, qui représentera donc l'intérêt des créanciers et pas de l'entreprise, à l'inverse de l'administrateur, cette perception, elle sera peut-être orientée plus négativement que si on a tiré la sonnette d'alarme plus tôt. Donc, d'où l'intérêt encore, je redis, mais la prévention, c'est vraiment la solution pour se sortir. Hein. Oui, puis je pense même qu'il faudra changer de toute façon à terme, parce que je pense que, moi, quand je vois les dossiers qu'on a actuellement, c'est assez catastrophique. Enfin, l'état dans lequel les dossiers arrivent, notamment liés au PGE, parce qu'ils veulent absolument payer le PGE et donc il n'y a plus de trésor. Je pense que surtout, il va falloir vraiment changer la vision des procédures collectives, parce que quand on dit procédure collective, on a l'impression qu'il n'y a que la liquidation dans la procédure collective, mais il y a aussi la sauvegarde. Et la sauvegarde, accessoirement, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Donc, pour pas être en état de cessation des paiements, forcément, il faut être en amont. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer. C'est du coup de faire passer le message que les procédures collectives, c'est juste un outil de plus dans la boîte à outils. C'est un outil de gestion. Quand les chefs d'entreprise auront compris que la procédure collective, que ce soit la sauvegarde ou le redressement judiciaire ou le prépaccession, mais ça sera pour le prochain module, c'est des outils de gestion, mais en fait, on aura changé la vision des procédures. Et je pense qu'on y arrivera, parce que l'amiable, il y a encore une quinzaine d'années, on n'en faisait pas autant qu'on en fait aujourd'hui. Donc, d'ici une quinzaine d'années, la procédure collective, ce sera la norme. Pourquoi ? Parce que on l'a aussi vu pendant le Covid, on a énormément parlé de grandes entreprises qui étaient en procédure, qui ont joué des procédures, il faut être clair, de sauvegarde notamment.
on en voit de plus en plus, donc ça démocratise, ou en tout cas ça donne une image différente des grands groupes qui eux aussi peuvent passer par là. Et donc à terme, je pense que les chefs d'entreprise se diront, OK, je vais en sauvegarde ou je vais en énergie, j'optimise au mieux l'effet levier de la procédure. Et donc là, Nassim, l'effet levier des procédures de sauvegarde et de redressement, l'effet gel, peut-être qu'on peut revenir dessus, je pense que c'est important. Bien sûr, alors c'est tout à fait juste hein, ce que vous avez indiqué. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les procédures de prévention, mandat ad hoc et conciliation, et les procédures collectives, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, sont des procédures, des outils qui sont à la disposition des entreprises en difficulté. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre et ce que les dirigeants doivent comprendre par votre intermédiaire et par votre aide, c'est que ces procédures-là, en réalité, on n'a pas le choix, il faut les utiliser. Il n'y a pas d'alternative en réalité. Alors, c'est vrai que les procédures préventives, on a insisté là-dessus lors du dernier atelier sur le fait que le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures facultatives. Il n'y a pas d'obligation pour le dirigeant d'aller en procédure préventive. C'est vrai. C'est vrai aussi pour la procédure de sauvegarde. On va voir ce que c'est dans un instant. En revanche, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont des procédures obligatoires. Obligatoires parce que la société est en état de cessation des paiements. Et dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements, sauf à ouvrir une conciliation avant les 45 jours, donc c'est très exceptionnel, la société, le dirigeant doit obligatoirement se mettre soit en procédure de redressement, soit en procédure de liquidation judiciaire. De sorte que, lorsqu'une société est en difficulté, qu'elle a essayé de résoudre ces difficultés par une procédure préventive, mandat ad hoc aux conciliations, et que malheureusement, ces procédures ont échoué, eh bien en réalité, le dirigeant, il n'a pas le choix. Et l'idée, c'est pas que le dirigeant évite une procédure collective, parce qu'une procédure collective, c'est public, on est marqué au fer rouge, etc. L'idée n'est pas là. L'idée et l'objectif, et c'est votre objectif, c'est d'empêcher la liquidation judiciaire. Parce que c'est ça, en fait, l'alternative. L'alternative, c'est pas le dirigeant a le choix d'aller en procédure collective, ouais, mais ça l'arrange pas, il aime pas ça, ça lui fait peur, etc. Bah donc, il va rien faire. Non, c'est pas ça. C'est soit on ouvre un redressement judiciaire, parce que là, on parle de l'échec d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc. Donc, maintenant, la suite, c'est soit une sauvegarde si l'état de cessation des paiements n'est pas encore avéré, ou c'est un redressement judiciaire si la société est en état de cessation des paiements. Et on va tout faire pour éviter la liquidation judiciaire. Donc, en fait, le dirigeant confronté à cette situation, il n'a pas le choix. Il doit ouvrir un redressement judiciaire au pire. Parce que le pire du pire, ce n'est pas le redressement. Le pire du pire, c'est la liquidation judiciaire. Et la liquidation judiciaire, on va la voir maintenant et on va passer assez vite dessus parce qu'on va plus insister sur la sauvegarde et le redressement. Mais la liquidation judiciaire, c'est une procédure dans laquelle la société est en état de cessation des paiements. Donc, elle ne sait plus payer avec son actif disponible toutes ses dettes échues. Et en plus, la société n'a aucun espoir de se redresser. C'est-à-dire qu'elle est morte. Soit parce que son activité est morte, soit parce qu'elle n'est plus assez rentable, soit parce qu'elle a trop de dettes. Et quelquefois, c'est la conjonction de ces trois critères. Et dans ce cas, le dirigeant va être obligé, sinon il engage sa responsabilité personnelle sur ses deniers personnels avec un risque en plus d'être interdit de gérer pendant 15 ans. S'il ne fait rien, il sera déclaré responsable. Donc le dirigeant devra se rendre au greffe du tribunal, déclarer la cessation des paiements et demander au tribunal l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le tribunal examinera la demande et ouvrira la liquidation judiciaire si les conditions sont réunies, donc état de cessation des paiements et aucun espoir de redressement. Et l'effet immédiat de cette ouverture, c'est un jugement qui est rendu par le tribunal, un jugement public qui va être publié au BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, avec une inscription au CABIS. Et l'effet de ce jugement, c'est d'arrêter immédiatement l'activité.
Donc, de la minute où le jugement est rendu, l'activité est stoppée. Et un liquidateur va être désigné par le tribunal. Et le rôle de ce liquidateur, c'est de mettre fin à l'activité, de s'assurer qu'il n'y a plus de travail dans l'entreprise, que les salariés restent chez eux, que le site industriel, s'il s'agit d'un site industriel, soit mis en sécurité et à l'arrêt de façon immédiate. Ça, c'est la première chose que va faire le liquidateur. Ensuite, dans un délai de 15 jours, le liquidateur va licencier l'ensemble des salariés, puisqu'il n'y a plus d'activité. Et l'objectif du liquidateur, c'est d'arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire d'arrêter les dettes de la société. C'est pour ça que l'activité, on l'arrête immédiatement. Et le liquidateur va arrêter tous les contrats, va résilier tous les contrats et mettre fin à tout ce qui consomme de la trésorerie. Une fois que le liquidateur aura fait ça, et ça dure, c'est très rapide, 15 jours. Une fois qu'il aura fait toutes ces opérations de fin d'activité et de licenciement, le liquidateur aura pour rôle de réaliser les actifs, c'est-à-dire vendre tout ce qu'il peut pour faire rentrer le maximum d'argent, de cash dans la procédure pour pouvoir payer les créanciers de la procédure. Et ces créanciers, puisqu'il s'agit d'une procédure collective, tous les créanciers sont concernés, toutes leurs dettes sont gelées par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure et les créanciers ne peuvent pas demander le paiement de leurs créances. Ils ont simplement le droit de déclarer et l'obligation de déclarer leurs créances au passif de la société. Et ensuite, une fois qu'ils auront déclaré leurs créances, que leur créance aura été vérifiée par le liquidateur judiciaire, si leur créance est admise, le liquidateur va procéder à la répartition de l'actif qu'il aura reçu dans le cadre de ces différentes actions pour faire rentrer de l'argent dans la société. Et avec cet actif disponible, il paiera les créanciers en fonction de leur rang de priorité. Et dans 99,9% des cas, il n'y a pas assez d'actifs pour payer tous les créanciers. Ça, c'est la liquidation judiciaire. Et dans certains cas, ce n'est pas la majorité des liquidations, heureusement, mais ça concerne plusieurs milliers de cas tous les ans, il y a des actions en responsabilité contre les dirigeants. Ça existe. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Les actions en responsabilité contre les dirigeants existent lorsque les dirigeants commettent des fautes de gestion. Et parmi ces fautes de gestion, ça peut être évidemment des fautes extrêmement graves, comme des détournements d'actifs qui sont assimilables à des abus de biens sociaux. Mais ça peut être aussi, et ça c'est bien plus gênant, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, au-delà des 45 jours. Ça, c'est une faute de gestion. Ou la poursuite abusive d'une activité déficitaire. C'est une faute de gestion. Donc, pour éviter justement ce risque pour les dirigeants, ce sont des risques que le dirigeant encourt en liquidation judiciaire, avec comme risque aussi, comme je vous le disais, le comblement de passif. Le comblement de passif, c'est la possibilité pour un tribunal de condamner un dirigeant d'avoir à payer tout ou partie du passif de son entreprise sur ses deniers personnels, sur son patrimoine. Donc, pour éviter ça, il faut éviter déjà la liquidation judiciaire, puisque pour le comblement de passif, par exemple, il faut que la société soit en liquidation judiciaire, et il faut surtout que le dirigeant anticipe. Même si c'est pour liquider sa société, le dirigeant doit anticiper, c'est-à-dire qu'il doit réagir très vite pour se déclarer en cessation des paiements et ne pas attendre 6 mois avant de se rendre au greffe du tribunal pour demander l'ouverture d'une liquidation. C'est la seule condition pour éviter que le dirigeant engage sa responsabilité. Et là, le rôle de l'expert comptable est considérable, parce que c'est l'expert comptable, c'est vous qui allez indiquer au dirigeant et alerter le dirigeant sur sa situation réelle, parce que si vous ne l'alertez pas sur sa situation réelle, là, il engage sa responsabilité. Vous nous dites, oui, mais moi, le dirigeant, je lui dis qu'il est en état de cessation des paiements, mais il ne m'écoute pas. Et dans 99% des cas, vous lui avez dit. Mais par contre, vous ne lui avez pas écrit. Nous, ce qu'on vous invite à faire de plus en plus, c'est écrivez. Cher monsieur, nous avons fait un rendez-vous en date du temps. On vous a informé à ce moment-là, vous étiez en état de cessation des paiements. Vous reprenez un tableau Excel et vous donnez les ordres de grandeur. Et après, il fait pas. Mais au moins, vous avez écrit et vous lui avez indiqué qu'il était en état de cessation des paiements. Qu'on puisse derrière rien vous reprocher. Parce que comme l'a dit Nassim, la réalité, c'est que de plus en plus, on a une jurisprudence bien fleurie sur la responsabilité du dirigeant qui a déposé trop tardivement, qui a déclaré trop tardivement un état de cessation des paiements. Et je pense, avec
avec les effets Covid, malheureusement, avec tous ces prêts qui ont été donnés, plus des activités qui étaient déjà déficitaires, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer la note. Hein. Il faut être clair. Hein. BPI va pas actionner sa garantie en disant on a prêté de l'argent à des boîtes qui n'étaient pas rentables, on n'a pas vérifié les bilans et on va regarder ce qui a été écrit, pas écrit et qui a écrit. Donc surtout bordez-vous parce qu'à un moment donné, de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire et écrivez à vos clients. Même si le dirigeant il fait pas, au moins il pourra pas dire on m'a pas expliqué et moi j'étais pas sachant. Voilà. Donc, bon, quelque chose de plus sympa quand même que la liquidation. On va essayer de vous parler de choses plus gaies. Et surtout, nous, on vit la sauvegarde et le redressement judiciaire comme des outils de gestion. Un redressement judiciaire, de toute façon, on ne se lève pas un petit matin en se disant, tiens, je vais aller déposer un redressement judiciaire. Ça se prépare. Ça se prépare parce qu'il y a des leviers d'optimisation. Notamment avec le fonds de garantie des salaires, où vous pouvez faire prendre en charge une partie des salaires avant ouverture de la procédure. Trop souvent, nous, on voit des entreprises, ils arrivent, tous les salaires sont à jour. Bah, c'est dommage parce que si vous déposez de façon pas trop, un peu réfléchie et donc en fin de mois, vous pouvez faire prendre en charge le mois de salaire avant ouverture de la procédure. Ça, si vous le savez pas, oui. Je fais juste un aparté sur ce sujet. Effectivement, tu parles d'outils de gestion, la prise en charge par l'AGS, alors ça sera une dette de l'entreprise, mais qui sera remboursée dans le cadre du redressement judiciaire, selon un timing qui sera prévu, si on en sort. Mais typiquement, le sujet des salaires, de la même façon que la caution personnelle, c'est un sujet très présent dans l'exploitation des entreprises. Et quand on dépose en fin de mois, plutôt que de payer le salaire, il y a une astuce qui consiste, pour éviter le piquet de grève aussi, parce qu'on est dans certaines situations, parce que le temps que l'ouverture de la procédure, que le représentant des créanciers, qu'on envoie les éléments, que ça fasse prendre en charge par la GS, etc., il va se passer 15 jours, un bon 15 jours. Voilà. Et pendant ce temps-là, les salariés n'auront pas touché leur salaire. Donc, quelque chose de très concret, c'est quand vous savez que vous allez déposer fin de mois et que vous ne pourrez pas payer les salaires, plutôt que de payer, on les fait prendre en charge, mais on paye sous forme d'acompte le salaire du mois suivant qui sera en redressement judiciaire. Ce qui fait que ça permet aux salariés quand même de toucher un revenu, donc ils ne sont pas perdants, le temps que l'AGS se mette en place, etc. Et donc, 15 jours après, dans le mois qui suit, ils toucheront le salaire qu'ils n'auront donc pas perçu, puisqu'on n'aura pas payé le salaire du mois, on aura payé un acompte sur le mois suivant. Donc les salaires se feront, enfin les salariés seront désintéressés de cette partie-là, et ça fera d'autant moins de trésorerie à sortir le mois suivant, à la fin du mois suivant, puisqu'on aura déjà payé un acompte. Vous voyez ? Et ça permet de faire prendre en charge par l'AGS le salaire en fin de mois quand on dépose. Et donc de préserver la trésorerie de l'entreprise, puisque je crois qu'il y a un leitmotiv sur toutes les procédures, c'est démarrer une procédure avec de la trésorerie. Il y a du cash. Et dans le même ordre d'idée que les AGS, c'est ouvrir un compte dans une banque judiciaire. Alors, je ne sais pas si vous le savez tous, mais il y a des banques qui sont spécialisées dans la gestion des entreprises en difficulté. Alors, ce n'est pas l'armée du salut, hein, ils font pas ça gracieusement, ne vous inquiétez pas. Forcément, tout coûte plus cher que dans une banque traditionnelle, mais l'avantage, c'est qu'ils sont très réactifs. Donc, ils savent ouvrir un compte rapidement et surtout, ils savent faire fonctionner une entreprise qui est en procédure collective avec la contrainte d'avoir, notamment en redressement judiciaire, on y reviendra tout à l'heure, une double signature entre l'administrateur judiciaire et le dirigeant, puisqu'on est sur de la cogestion. Les banques judiciaires, ça, ils savent mettre en place la double signature le lendemain de l'ouverture du redressement judiciaire. Par contre, quand vous allez dans les banques privées, là, par contre, il peut se passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant que nous, on arrive à avoir la co-signature sur le compte. Et là, ça peut être dramatique. C'est-à-dire que si la boîte, préalablement à l'ouverture de la procédure, elle n'a pas ouvert un compte dans une banque judiciaire et qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas mis tout le cash dans ces banques judiciaires, bah, la réalité, c'est que pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, les fournisseurs, forcément, ne veulent plus livrer. Les clients ne savent plus qu'est-ce qui se passe parce que nous, on n'a plus accès au compte, donc on ne va pas non plus livrer les clients. Donc, ça peut vite devenir l'enfer. Et comme l'a dit Nassim, là, on n'est plus dans du redressement, on part directement à la liquidation juste parce qu'on n'a pas préparé l'ouverture de la procédure. Et là, c'est trop dommage. Je ne sais pas si tu veux compléter sur la partie levier d'optimisation, mais je pense que ça, c'est. On peut en parler après, ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment, encore une fois, que ce soit une procédure, enfin, quelle que soit la procédure collective, sauvegarde au redressement, ça s'anticipe. Et même la liquidation, parce que plus vous attendez, de toute façon, plus on se fait rattraper par la patrouille. Oui, vous avez une question? Il faut le micro parce que sinon, vous avez. Voilà. Attendez, il n'est pas allumé, vraiment.
Juste le temps de la question, on va peut-être revenir juste sur le fonctionnement sauvegarde redressement judiciaire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Il y a un grand principe, comme ça a été dit tout à l'heure, la procédure collective, l'effet de la procédure collective. Et pourquoi on dit procédure collective? C'est parce que tous nos créanciers sont traités collectivement et de la même façon. Que vous soyez un créancier de l'URSSAF, Trésor public ou un fournisseur, tout le monde est traité collectivement et de la même façon, c'est-à-dire vous êtes gelé. Voilà. Effet d'une procédure collective, un effet gel. Je prends toute la dette et je la mets de côté. Ça, c'est l'effet d'une sauvegarde et d'un redressement judiciaire. À l'instant T, toute la dette de l'entreprise va être gelée. L'objectif des procédures et le plan A de la sauvegarde, puisqu'il n'y en a qu'un et en redressement, il y en a deux. Le plan A, c'est l'objectif, c'est dans le cadre de la période de gel, d'arriver à construire un plan de sauvegarde ou un plan de redressement, c'est-à-dire un échéancier de règlement de ma dette. Voilà. Donc, quand vous avez expliqué ça de façon très simple à votre dirigeant, vous lui dites, voilà, vous avez une masse de dette, l'objectif de la procédure, c'est de la geler et de vous laisser tranquille. On ne l'abandonne pas, on la gèle pendant une période qui s'appelle une période d'observation. Elle porte très bien son nom, elle est facile à définir. Je vais observer comment se comporte la société. Le on, c'est qui? C'est le tribunal, avec le concours de l'administrateur, du mandataire et de tous les organes de la procédure. Objectif, observer comment se comporte la société et surtout, arriver à observer comment l'entreprise, à un moment donné, sera en capacité de payer le boulet qu'elle a au pied de dette. Voilà. Période de gel qui va de 12 à 18 mois, 12 mois en sauvegarde, c'est impératif, on ne peut pas aller au-delà. Redressement judiciaire, ça peut aller, c'est 12 mois et ça peut aller jusqu'à 18. Mais là, on est sur de l'exceptionnel. Donc, pendant cette période de gel, on construit avec le dirigeant la restructuration de l'entreprise et les modalités de sortie. C'est-à-dire que 12 mois, on peut se dire c'est long, mais en fait, ça va très très vite. Parce que les 2 premiers mois, le dirigeant, il rentre dans un process qu'il ne maîtrise pas. Il y a le tribunal, c'est plus lourd que la prévention. Hein. Il y a le tribunal, il y a un juge commissaire, on en a parlé la dernière fois. Il y a des organes de procédure, l'administrateur, le mandataire, le commissaire-priseur. Il a forcément les fournisseurs qui lui tombent dessus parce qu'ils découvrent qu'ils sont gelés, et qu'ils ne vont pas être payés tout de suite. Donc, le process déjà de transfert des comptes, le process d'intégration d'une procédure collective pour un dirigeant, c'est 2 mois. Au bout des 2 mois, il faut commencer à se dire, OK, maintenant, on va faire appel à l'expert comptable. Enfin, on essaye de faire avant, mais des fois, c'est parfois compliqué. On va se mettre déjà en ordre de marche de se dire comment on sort. Et en 12 mois, je peux vous garantir que parfois, ça défile. À 6 mois, on n'a pas encore les budgets parce que tout le monde ne sait pas parler, on n'y arrive pas. Et c'est là où la force de la procédure, quand ça fonctionne, c'est quand on fait un vrai travail d'équipe. Moi, je ne remplace pas l'expert comptable en procédure. J'ai besoin de l'expert comptable. Pour moi, je dis souvent, je suis le bras gauche et l'expert comptable, c'est le bras droit. Si je suis droitière, je précise, c'est important. Mais ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est une équipe. Et l'avocat, il est là pour défendre l'intérêt de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des rôles distincts. On ne fait pas le même job. Mais par contre, si on n'est pas synchro et si on ne fait pas une équipe, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est vraiment important. Donc, période de gel. Et à l'issue de cette période de gel, l'objectif, plan A en sauvegarde, sauvegarder la boîte, présenter un échéancier. En redressement, échelonner la dette, pareil, sur les mêmes modalités, un plan de redressement. Malheureusement, parfois, ça ne marche pas. Et donc, en redressement, vous avez un plan B qui est le plan de cession, où effectivement, là, l'objectif, c'est de se dire, OK, ça ne marche pas, on ne peut pas présenter un plan de règlement de nos dettes. Pour autant, tous les actifs qui composent l'entreprise, donc qui sont dans la coquille, dans la personne morale, ils ont une valeur. Et ce serait dommage que cette valeur se perde dans le cadre d'une liquidation où on va, comme vous l'a dit Nassim, arrêter l'activité de façon sèche et du coup, forcément, de facto, perdre la valeur résiduelle de ces actifs. Donc, on se dit, plutôt que d'attendre la liquidation, on va essayer, tant qu'il y a encore de l'activité, tant que l'emploi est maintenu, de céder ces actifs-là à un tiers neutre qui va récupérer ces actifs-là. Je ne rentre pas dans le détail du plan de cession parce que ce sera l'objet d'un autre module, donc on y reviendra sur le prochain module. Mais il y a même en redressement, et c'est là où on vous dit quand un redressement c'est bien anticipé, même le plan B, ça peut être un très bon levier. Parce qu'on se dit, on va maintenir l'emploi, on va maintenir les actifs, et donc il y aura quand même une issue pour cette entreprise-là. Mais tout ça, on ne peut le faire que si on l'a anticipé. Alors peut-être que Nassim, tu veux plus rentrer dans le détail sur les procédures. Tu as dit déjà l'essentiel, hein, et c'est en effet très, très, très clair. Il faut vraiment avoir comme idée de... Il y a la question, pardon. Excuse-moi. Excusez-moi, je vous ai oublié. Oui, excusez-moi. Juste pour revenir à la relation bancaire, simplement, est-ce que vous avez une recommandation à nous donner concernant donc le partenaire bancaire actuel de l'entreprise, qui souvent est enclin à ne plus vouloir travailler? Souvent, on assiste à une relation qui se dégrade lorsqu'on rentre dans la procédure collective,
pas plus tard, très récemment, on a rencontré le cas dans notre cabinet d'expertise comptable d'une banque qui a coupé tous les financements, donc toutes les lignes de financement sur l'intégralité des entités détenues par un gérant, sur lequel une seule entité était rentrée en procédure collective. Aujourd'hui, je pense, c'est un des points, au-delà que c'est fiché dans le cabis, mais je pense que le point qu'on rencontre le plus dans l'appréhension du dirigeant à rentrer dans la procédure collective, c'est vraiment la relation bancaire pour le coup. Ah mais de toute façon, c'est comme tout, hein. Plus vous mettez en amont, plus vous préservez des relations saines. Plus vous attendez, plus le partenaire bancaire qui est mis devant le fait accompli, et j'imagine que là, il n'a pas été informé du dépôt en procédure collective, forcément, il le vit mal et il n'a plus envie d'avoir de relation avec le client. Et donc là, malheureusement, c'est le château de cartes qui tombe. Parce qu'à un moment donné, il utilise son pouvoir, il dénonce. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas forcément ce que vous aviez anticipé, mais la réalité, c'est souvent ça, oui. Non seulement il peut dénoncer les lignes de financement, mais à part ça, il peut parfois même fermer les comptes bancaires, hein, sans motivation particulière. C'est son droit. Ouais, il y a quand même, alors, dénoncer, fermer les comptes bancaires, moi, j'ai jamais vu dans les relations. Non, pas de façon brutale comme ça. Sauvagement un compte bancaire, mais quand même dans un état de droit, donc il y a quand même des règles, heureusement, y compris pour les banques. La banque a le droit de fermer, de clôturer un compte sans pouvoir le justifier. Hein. Alors, c'est un Elle petit donne peu... un délai de 2 mois. C'est un petit peu... Ah oui, mais donc il y a un délai. Oui, un délai de 2 mois. Il y a toujours un... Mais parfois, j'ai l'impression que les banques elles-mêmes ne comprennent pas forcément justement cet outil de gestion que représente les procédures collectives. Elles-mêmes, elles appréhendent. On a l'impression qu'on est sur le fil, on est au bord de la liquidation. Oui, mais la procédure collective dans la vraie vie, la banque, elle va quand même se faire planter quand même. Hein, on va être clair. La banque, elle va les déclarer au passif et puis pendant 12 mois, elle va pas voir la couleur d'un euro et puis après, on va lui remettre ses prêts sur 10 ans. Donc, elle le vit mal, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est sûr que si le dirigeant, il a 15 boîtes et qu'il a fait ça, elle le vit mal. Et ça, on peut le comprendre, en fait, c'est comme tout. Donc, à un moment donné, peut-être que en plus, quand on a la stratégie groupe comme ça et qu'on a un groupe de société, effectivement, on ne peut que encore redire ce qu'on a déjà dit 10 fois. Plus on anticipe et plus on place des branches, des filiales qui vont mal et où on essaie de restructurer, même si ça marche pas, les banques seront beaucoup plus souples, même si on part en redressement derrière, parce que le dirigeant aura essayé de faire quelque chose. Ça, c'est vrai. Il y avait 2 questions, du coup, vous n'en aviez qu'une, c'est bon? C'était une dans 2? Non, simplement, est-ce que la banque, je pense à la banque Thémis en général, c'est celle qui est spécialisée en redressement judiciaire, est-ce qu'on peut l'ouvrir avant l'état de cessation de paiement, avant l'ouverture en tout cas de la procédure collective? Il faut. C'est une obligation même. Ah d'accord, non, parce qu'en général, on fait un état de cessation de paiement et en général, c'est le lendemain que l'administrateur nous recommande mais c'est parce que vous n'avez pas vu l'administrateur avant, ça, c'est pour ça. Non, normalement, il faut voir l'administrateur avant déjà d'ouvrir une procédure, parce que déjà, il faut pouvoir le choisir. Ça, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Et effectivement, le compte bancaire, il faut l'ouvrir avant. Et même, alors, quand on est en procédure amiable, parfois même, on ouvre un compte bancaire dans une banque judiciaire pour abriter le cash, pour éviter une saisie de l'URSSAF, une saisie du Trésor public, que ça soit mal fagoté entre le moment où on les informe qu'on est mandataire ad hoc ou qu'on est conciliateur, qui gèle les mesures de recours renforcées. Donc, au moins, en mettant le cash dans ces banques judiciaires, à un instant T, on peut préserver très ponctuellement la trésor. Et pour les banques, et quand on passe en procédure collective, il faut forcément l'ouvrir avant. Pourquoi ? Pour abriter la trésor, que comme ça, au moment où le jugement est prononcé, forcément, les banques traditionnelles, elles vont geler les comptes aussi. Tout va être gelé le temps que la banque fasse 2 choses. La première chose, c'est les plus et les moins entre ce qui était sur le compte à l'ouverture de la procédure et donc ce qu'il ne faut pas payer, ce qu'il va falloir rejeter et les nouveaux crédits qui sont arrivés et ce qu'on va pouvoir payer post-ouverture de la procédure. Et 2, changer l'intitulé du compte. Donc, l'intitulé du compte, il y aura le nom de la société, mais il y aura écrit mention, sauvegarde ou redressement judiciaire. Ça, effectivement, dans une banque traditionnelle, nous, la dernière fois, sur un dossier, ça a pris 3 semaines. Si on n'avait pas eu la banque judiciaire et si on n'avait pas mis du cash avant, la boîte, elle partait direct en liquidation parce que sans cash, on ne fonctionne pas. Donc, il faut impérativement le faire avant. Donc, les procédures collectives, redressement et sauvegarde, l'image que vous devez avoir, c'est une société qui est mise sous cloche en vert. Du jour où la procédure est ouverte par jugement, c'est comme la liquidation judiciaire, c'est un jugement du tribunal. C'est ça qui fait peur toujours aux dirigeants parce qu'on va devant le tribunal, c'est public, c'est une procédure collective avec une inscription au CABIS, etc. Donc là, c'est le même régime que pour la liquidation judiciaire.
Par contre, les effets ne sont pas du tout les mêmes. Ils ne sont pas du tout les mêmes parce que il faut voir la sauvegarde et le redressement qui sont des procédures jumelles. Hein. C'est quasiment pareil. Il y a très peu de différence aujourd'hui entre les deux procédures. Donc, ce qu'on va vous dire sur le redressement vaut aussi pour la sauvegarde, sauf exception. Donc, on met la société sous protection. C'est-à-dire qu'on ne va pas la liquider. La liquidation, il n'y a plus de protection. De toute façon, on arrête tout. En sauvegarde et en redressement, on met la société sous protection. Donc, c'est une mesure de protection. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas nier cette notion de protection. C'est très important. Et ça, vous devez impérativement l'expliquer à vos clients. On ne peut pas assimiler la sauvegarde et le redressement à la liquidation judiciaire. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Parce que, précisément, on protège l'entreprise. On protège l'entreprise, ça veut dire qu'on protège l'activité, on protège les salariés et on protège la trésorerie. Et ça, c'est le plus grand effet, c'est l'effet le plus spectaculaire de la sauvegarde et du redressement, c'est que du jour où le jugement va être prononcé par le tribunal, immédiatement, c'est plus que immédiat puisque ça rétroagit même à 0 heure le jour du jugement. Donc il y a même un effet rétroactif du jugement d'ouverture. Eh bien, à compter de ce moment-là, il y a un gel du passif. Ça a été dit tout à l'heure et c'est très important de bien l'avoir en tête. Tout le passif de la société, c'est-à-dire toutes les dettes de la société, tout le passif antérieur va être gelé, pas effacé, mais gelé. Et le passif antérieur, c'est tout le passif qui est né avant l'ouverture de la procédure. Alors pour comprendre, je vous donne quelques exemples. Pour une fourniture de marchandises, ce qui va compter, c'est le jour de la livraison. Si la marchandise a été livrée la veille de l'ouverture de la procédure, c'est une dette antérieure, donc je ne la paye pas. Si en revanche, ça a été livré à compter du jour de l'ouverture, ça devient une dette postérieure. Et là, on doit la payer. Pour le loyer, on va faire un prorata. Pour les loyers des baux, des locaux, etc. Si j'ai une ouverture le 15 décembre, un jugement d'ouverture le 15 décembre, si je n'ai pas payé mes loyers qui devaient être payés à terme à échoir, par exemple le 1er décembre, je ne les ai pas payés, eh bien on fait un prorata. Les loyers du 1er au 14, c'est de l'antérieur, donc je ne les paye pas. Les loyers du 15 au 31, je les paye. Et alors là, c'est là où on a un levier extraordinaire. C'est pour les crédits bancaires, pour les prêts. Parce que le fait générateur en matière bancaire, en matière de prêt, ce n'est pas les échéances de remboursement, c'est la remise des fonds à la société. C'est-à-dire qu'une société qui obtient un prêt le 1er septembre 2022, un prêt d'1 million d'euros, avec des remboursements tous les mois, la société ne paye rien. Le 1er décembre, elle ouvre un redressement judiciaire ou une sauvegarde. Eh bien, la banque devra déclarer au passif, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être payée, non seulement des échéances de septembre, octobre, novembre que la société n'aura pas payées, mais également toutes les échéances futures jusqu'à amortissement complet du prêt. C'est-à-dire que la banque devra déclarer au passif 1 million d'euros. Même les intérêts futurs sont considérés comme des dettes antérieures qui sont bloquées, qui sont gelées par l'ouverture de la procédure. De sorte que, dès lors que la société est sous sa cloche, du jour au lendemain, elle arrête de payer toutes ses dettes antérieures. Donc pour le prêt bancaire, elle arrête de payer les échéances. Pendant toute la période d'observation, c'est-à-dire pendant une durée de 12 mois pour la sauvegarde au maximum et de 18 mois pour le redressement. C'est-à-dire que mécaniquement, la société se retrouve avec comme cash disponible tout ce qu'elle devait payer tous les mois à la banque. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble du passif antérieur. Alors, la contrepartie de tout ça, c'est que le passif antérieur est gelé, mais le passif postérieur, lui, doit être payé. Il doit être payé à l'échéance, il doit être payé à bonne date, parce qu'on peut planter les créanciers une fois, on ne va pas les planter une deuxième fois. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la seule contrainte qu'on a en redressement et en sauvegarde, c'est le financement de la poursuite d'activité, le financement de la période d'observation. C'est-à-dire que tant que la société est sous cloche, on bloque le passif antérieur, d'accord, on ne le paye pas. Ce n'est pas qu'on peut ne pas le payer, c'est qu'on a l'interdiction de le faire. Si on le fait, c'est un délit pénal.
un délit pénal pour le dirigeant, un délit pénal pour le créancier qui se fait payer. Donc, on ne veut pas payer. Et une responsabilité pour l'administrateur. Et responsabilité, bien évidemment, pour l'administrateur. Qui aurait laissé payer. Ça s'appelle un paiement par préférence. Exactement. Par contre, tout le passif postérieur doit être payé. C'est ça la contrainte qu'on a, c'est qu'il faut pouvoir financer la poursuite d'activité. En fait, une procédure de sauvegarde et une procédure de redressement, elles ont besoin d'un carburant. Et le seul carburant dont elles ont besoin, c'est de la trésorerie. Donc, et là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut impérativement préparer et anticiper le dépôt d'une procédure, la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de redressement pour se constituer le maximum de trésorerie, la plus grosse trésorerie possible pour pouvoir financer la poursuite d'activité. Parce que qu'est-ce qui se passe si je ne finance pas ma poursuite d'activité? Ben, je me retrouve en état de cessation des paiements. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Quand je suis sous ma cloche, je ne peux pas être en état de cessation des paiements. C'est-à-dire que je ne peux pas être dans la situation où la trésorerie que j'ai est insuffisante pour payer mes nouvelles dettes générées depuis l'ouverture de la procédure. Parce que là, la sanction, elle est radicale. C'est la conversion en liquidation judiciaire et tout est terminé. Donc, je m'assure d'avoir la trésorerie nécessaire et donc j'optimise au maximum ma trésorerie. Et donc, du coup, quel est votre rôle pour ça? Parce qu'on va rattraper la question. Le rôle de l'expert comptable à l'ouverture de la procédure, qu'est-ce qu'on attend de vous justement pour arriver à optimiser au mieux la trésorerie et préparer surtout au mieux l'audience qui va se passer devant le tribunal? Donc, juste pour je ne sais plus si on l'avait évoqué la dernière fois, on vous l'a dit, le président du tribunal, il a la compétence pour la prévention. En procédure collective, ce n'est pas une compétence à juge unique, c'est une formation collégiale, ce qu'on appelle la chambre du conseil. Donc, vous avez un président de chambre qui gère la chambre, qui va juger des ouvertures de procédure et qui va assurer le suivi des procédures. Vous avez 2 juges assesseurs, un parquet, un procureur de la République, donc celui qui a la robe rouge dans toutes les bonnes séries policières, c'est le procureur, donc c'est lui que vous avez aux audiences. Après, vous avez le greffier, donc qui tient le secrétariat des audiences. Et puis après, vous avez post-ouverture les organes de la procédure et à l'ouverture, vous avez l'avocat qui vient avec le dirigeant et l'expert comptable qui vient à l'audience. Parce que ça, les tribunaux, ils adorent ça, c'est vous voir aux audiences. Mais vraiment, hein, moi, j'étais encore hier à une audience, l'expert comptable est venu, il n'avait jamais fait, il m'a dit avant l'ouverture, non mais vraiment, je le sens pas. Je lui dis non mais venez parce que même si vous parlez pas, de toute façon, ils seront tellement contents de vous voir qu'ils vont même pas vous embêter. Ça n'a pas loupé. Je pense qu'on lui a dit 3 fois merci d'être venu parce que vos confrères viennent jamais. Bon, alors c'est sûr que celui qui vient, à chaque fois, il prend pour les autres, hein, mais mine de rien, ils étaient tellement contents que vous soyez là que ça leur fait plaisir. Donc, accompagnez vos clients à l'ouverture. Oui, c'est vraiment un gage de crédibilité et de sérieux. Il faut bien comprendre que quand vous déposez une demande de redressement judiciaire, ça veut dire que vous dites « je suis planté à un instant T, ok, mais j'ai confiance dans mon entreprise et je vous donne des éléments parce qu'avec l'état de cessation des paiements, la déclaration de cessation des paiements est accompagnée des prévisions d'exploitation et de trésorerie à 6 mois minimum pour donner au tribunal des assurances sur le fait que vous n'allez pas recréer de nouveaux passifs. Donc, dans l'accompagnement dont on parle un peu depuis tout à l'heure, et dans cette anticipation, de la même façon que pour de la prévention, où moi j'insiste souvent en prenant un rendez-vous déjà de consultation, entre guillemets, d'information auprès du dirigeant et souvent dans les locaux soit du cabinet, soit dans les locaux de son entreprise, pour qu'il se sente rassuré, qu'il n'ait pas l'impression d'aller chez un tiers, etc., qu'il soit déjà un peu à l'écoute. Donc, il y a ce travail pédagogique qui est indispensable pour arriver à persuader, puisque c'est un acte positif, hein. Acte positif, c'est une action de la part du dirigeant. Je vais au tribunal de commerce ouvrir une prévention, je vais déclarer publiquement sur la place publique, hein. C'était un peu les anciennes infamies, hein. Voilà, mais tout ça a la vie dure. Et donc, il faut combattre des préjugés, des idées reçues sur ces procédures de prévention ou de redressement judiciaire. Et donc, c'est un acte positif du dirigeant de dire, bon, ok, je plante mon écosystème, mon environnement d'entreprise, mais quelque part, je m'engage à essayer d'en sortir et je présente des garanties. Donc, le plus important, c'est déjà jouer cette mécanique de persuasion, de pédagogie et faire rencontrer absolument le dirigeant
avec celui qui deviendra soit un conciliateur pour négocier avec les créanciers, soit un administrateur judiciaire, parce que l'administrateur judiciaire, lui, il est là pour préserver, à l'inverse du mandataire liquidateur, dont on a parlé dans le cas de la liquidation, il est là pour préserver les intérêts de l'entreprise. Et donc, par voie de conséquence, son dirigeant, le liquidateur ou le représentant des créanciers dans une procédure collective, il représente l'intérêt des créanciers. Donc, il y a bien deux rôles assignés différents. Et ça se voit très clairement, je veux dire, dans l'ADN des personnes qu'on a, et parfois dans les procédures simplifiées où il n'y a pas d'administrateur judiciaire, c'est le liquidateur qui est nommé pour jouer le rôle d'administrateur, on voit bien que c'est pas son rôle. On voit bien qu'il est très mal à l'aise, qu'il n'arrive pas à gérer le truc. Enfin, je veux dire, quand on a un ADN pour faire quelque chose et que par mesure de simplification, on vous octroie un rôle différent, quand vous faites, je sais pas moi, quand vous montez des boulons de 12 toute la journée, vous ne montez pas des boulons de 6 tout d'un coup, quoi. Enfin, ou l'inverse, quoi. Enfin, je veux dire, si vous travaillez sur des grosses Mercedes, vous n'allez pas travailler sur des Smart. Non, mais non, mais enfin, c'est l'expérience qu'on en a. Voilà, l'administrateur, c'est pas quelqu'un de négatif qui va jouer à l'encontre de l'entreprise. Donc, l'important, nous, on a expert comptable, c'est quoi? C'est le premier conseil du chef d'entreprise. C'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les enquêtes d'opinion. On est la vigie. Effectivement, les tribunaux de commerce pleurent parce qu'à chaque fois, il n'y a pas d'expert comptable. Et je vois que c'est une question sur le sujet en disant est-ce qu'on peut chercher notre responsabilité si on n'a pas averti notre client, etc. Alors, dans tous ces scénarios, où parfois, bien souvent, je suis interpellé par les tribunaux, les juges, en disant l'expert comptable, vous avez disparu, vous ne donnez pas les éléments, et puis voilà, ça c'est l'argument tarte à la crème du dirigeant. Mon expert comptable, il m'a rien donné, il bosse plus, machin, donc j'ai pas d'informations. Alors, inutile de vous dire que si vous n'avez pas d'informations financières crédibles à l'ouverture d'une procédure collective, de toute façon, c'est globalement la liquidation judiciaire qui s'annonce. Parce qu'évidemment, les juges ne vont pas prendre de responsabilité en faisant perdurer une activité qui n'est pas rentable et pour recréer un nouveau passif. On veut bien vous protéger et vous mettre sous cloche, comme l'a dit Nassim, et donc vous ne payez plus vos dettes, donc vous avez une espèce d'appel d'air qui va financer cette période d'observation, mais il ne faut pas que pendant la période d'observation, vous continuiez à grever les dettes de l'entreprise parce que sinon, ça ne marche plus. Donc le jeu, on veut bien vous protéger un instant T, mais pas faire perdurer une situation catastrophique. Donc, l'important, c'est bien de travailler en amont et de travailler en amont aussi cette notion de passif, de tirer tous les leviers qui sont à notre disposition. On en a parlé pour l'AGS, par exemple. Un sujet tarte à la crème aussi, mais c'est de la technique. La déclaration de la TVA. Alors, quand effectivement, Nassim l'a dit, l'exigibilité de la TVA dans une activité de livraison, on est sur les débits, donc il n'y a pas de sujet, j'ai facturé, ma TVA, elle est payée en même temps à l'État, même si je n'ai pas encaissé ma créance. À l'inverse, et vraiment j'attire votre attention sur le sujet, à l'inverse des prestations de services. Trop souvent, aujourd'hui, dans les déclarations de cessation des paiements, elles sont quasiment toutes mal faites. Parce qu'il faut bien comprendre que la TVA qui est liée à votre poste client, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais quand on est sur les encaissements, la TVA elle est exigible au moment de l'encaissement de la créance. Et au moment de l'ouverture de la procédure collective, eh bien, il faut que vous déclariez l'ensemble du passif. J'ai 120 de comptes créance, j'ai 1 200 000 euros de compte client, donc j'ai 200 000 euros de TVA au passif. Et ces 200 000 euros, ils doivent être déclarés dans l'état de cessation des paiements et ils vont être ensuite payés sur un échelonnement de 10 ans, quels que soient les encaissements que je perçois. Donc, j'ai 1,2 million pour être schématique, et je vais reprendre les schémas de Nassim qui sont très parlants. J'ai 1,2 million de créances clients, 200 000 au passif. Je déclare mon état de cessation des paiements, j'ouvre ma procédure collective. Le jour d'après, je touche les 1,2 million de créances clients. Eh bien, je ne déclarerai pas les 200 000, je ne paierai pas les 200 000 de TVA à l'État, puisqu'ils ont été déclarés au passif et ils seront payés dans le cadre de procédure. Ce qui vous fait un appel d'air supplémentaire, parce qu'en plus, vous récupérez de l'argent sur lequel vous ne payez pas de la TVA. C'est dans les prestations de services, mais quasiment, enfin, toutes les états de cessation des paiements, toutes les déclarations, c'est loupé. Cet aspect-là est loupé, quoi. Donc, ça veut dire que quand l'ouverture de la procédure a démarré, qu'on est en période d'observation, on paye la TVA sur les encaissements alors qu'on ne devrait pas la payer. Voilà. Donc ça, c'est un sujet un peu tarte à la crème, mais c'est de la technique. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas.
Donc, on ne s'invente pas non plus magicien. Voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc du coup, effectivement, ça a été évoqué, il y a la préparation des budgets à l'ouverture de la procédure qui est importante parce qu'il faut donner quand même de la perspective pour que l'avocat puisse plaider le dossier. Il y a un autre élément sur lequel vous êtes essentiel, c'est la préparation de la déclaration de cessation des paiements. Donc peut-être que Nassim, on peut revenir sur c'est quoi une déclaration de cessation des paiements, hein. Tarte à la crème, on va y aller tant qu'on est dessus. Bien sûr. Matériellement, ça se présente comment? Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce que tu as besoin pour la préparer? Alors, quand on demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de redressement, on a un document à remplir. Alors, ce document, il s'appelle demande d'ouverture d'une sauvegarde pour la sauvegarde et déclaration de cessation des paiements pour le redressement judiciaire. Mais dans les faits, le document est exactement le même. C'est un document très simple qui dresse l'état précis des dettes et des actifs de la société. Et alors là, contrairement à l'état de cessation des paiements, on va dresser l'ensemble des actifs de la société, d'accord, que ce soit des actifs disponibles ou des actifs indisponibles, et l'ensemble des passifs, que ce soit des passifs exigibles ou des passifs non exigibles. Alors bien évidemment, dans ce document, on va mettre dans chaque catégorie d'actifs ou de passifs, on va mettre le montant échu ou le montant à échoir pour les passifs. Et pour les actifs, on va mettre dans l'actif disponible ou dans l'actif non disponible. Et c'est la somme des deux qui permettra à la fin du document de savoir si la société est en état de cessation des paiements ou pas. Et donc, c'est un document très complet qui, encore une fois, ne se limite pas à cette notion d'état de cessation des paiements, mais c'est un document très complet sur l'état actif-passif de la société. Alors, ce n'est pas un bilan, ce n'est pas un compte de résultats, c'est vraiment une photographie à un instant T de tout ce que la société a comme actif et tout ce qu'elle a comme passif à un moment donné. C'est ça le document de la déclaration d'état de cessation des paiements ou de la demande d'ouverture de sauvegarde, c'est parce que le schéma est exactement le même. Et donc, on a absolument besoin, quand je dis on, c'est le dirigeant et son avocat qui l'assiste dans ces procédures-là, d'avoir à nos côtés la troisième personne essentielle dans ce trio, c'est l'expert comptable. Sans vous, on ne peut pas faire ce document. Parce que c'est vous qui avez toutes ces informations, qui avez la rigueur nécessaire pour remplir ce document de façon très précise et la plus fidèle possible. Et ça, c'est vraiment votre rôle essentiel. Mais de toute façon, à toutes les étapes de la procédure, votre rôle est essentiel. Et votre rôle, il est important même avant la déclaration de cessation des paiements, puisque c'est lors des premiers rendez-vous lors desquels on va établir la stratégie avec l'entreprise pour savoir si on ouvre un mandat ad hoc, une conciliation, une sauvegarde, un redressement. Votre rôle est évidemment fondamental puisque c'est avec votre aide qu'on va déterminer si la société est en état de cessation des paiements, si elle va pouvoir financer sa poursuite d'activité une fois qu'elle sera sous sa cloche dans une procédure de sauvegarde ou de redressement. Et donc, votre rôle est essentiel. Et tout au long de la procédure, vous serez aux côtés du dirigeant pour l'accompagner dans cette phase très, très particulière. Alors évidemment, ça fera l'objet d'une nouvelle mission, puisque ça sortira de la mission habituelle d'accompagnement du dirigeant dans la tenue des comptes, de la comptabilité, etc. Mais le dirigeant a vraiment besoin de vous à ce moment-là. Et donc, pour la phase de préparation du dossier, vous intervenez pour la rédaction, pour remplir ce fameux tableau, ces fameux tableaux que constitue la déclaration de cessation des paiements ou la demande d'ouverture de sauvegarde. Et à l'audience, vous serez évidemment là pour accompagner le dirigeant et son conseil pour présenter au tribunal. Alors le tribunal, en effet, sera très content, très satisfait de voir un expert comptable parce que c'est rarissime. Donc déjà, ça donnera beaucoup de crédit au dossier et ça rassurera non seulement le tribunal, mais également le dirigeant qui vous connaît depuis toujours. Vous êtes son professionnel de confiance. L'avoir à ses côtés, vous avoir à ses côtés un jour pas facile pour le dirigeant, c'est-à-dire se retrouver devant un tribunal pour demander l'ouverture d'une procédure collective, c'est vraiment pas simple.
le fait que vous soyez à ses côtés, c'est vraiment très important d'un point de vue psychologique d'accompagnement du dirigeant. Et il vous en sera toujours reconnaissant. Et deuxièmement, vous avez un intérêt très technique parce que le tribunal va pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Alors, il faut bien connaître votre dossier, mais il n'y a pas de raison, vous le connaissez par cœur, sur notamment un certain nombre de postes que vous avez remplis, d'actifs, de passifs, et surtout de bien expliquer s'il y a certaines questions et de pouvoir répondre aux questions du tribunal sur les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie que vous aurez déposés. Parce que c'est ça la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, on l'a dit, pour que le tribunal accepte d'ouvrir une procédure de sauvegarde ou de redressement versus l'autre alternative dont je vous parle et qu'on a toujours au-dessus de la tête, c'est la liquidation judiciaire. Et à la fin de l'audience, c'est le tribunal qui décide de toute façon. Parce que s'il n'est pas convaincu que vous êtes éligible à un redressement judiciaire, eh bien, le tribunal d'autorité va ouvrir une liquidation judiciaire. Donc, pour éviter cette situation, on doit rassurer le tribunal, on doit lui dire que votre activité va se poursuivre et que vous allez être capable de financer cette poursuite d'activité. Le seul document qui permet au tribunal d'avoir la certitude que l'activité est financée, c'est les tableaux de trésorerie et d'exploitation que vous aurez préparés. Et ça, ce n'est pas le dirigeant qui le prépare, ce n'est pas l'avocat qui le prépare et ce n'est pas le tribunal qui va le faire à votre place. Donc, votre rôle est fondamental, c'est vous qui allez déterminer si la société pourra ou pas être sous sa cloche ou si elle va être liquidée. Il y a une question. Attendez, il faut le micro parce que sinon on ne vous entend pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Une question très pratique. Le travail qu'on fait pour préparer le travail fait-il partie des éléments qui sont dans la masse des créanciers avant la période d'observation, ou est-ce qu'il est possible de le faire rattacher à la période d'observation? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je parlerai après l'avocat. Qui montre que vous avez parfaitement compris les enjeux, et je vous en remercie. Puisque le problème se pose de cette façon. Vous allez travailler pour mettre en œuvre la stratégie, il y aura des réunions avec le dirigeant, ses conseils pour savoir s'il faut aller en redressement, etc. À un moment donné, on se décide, on va déposer le bilan. Il y a l'audience, vous avez travaillé pour la DCP, vous accompagnez votre client à l'audience, le tribunal ouvre la procédure. Et là, il y a l'effet couperet, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a l'avant et il y a l'après, en procédure collective. Toutes les dettes qui sont nées avant l'ouverture de la procédure sont au passif, donc c'est du passif antérieur et doivent être déclarées. Et le dirigeant, la société ne peut plus vous payer, vous serez peut-être payé dans le cadre du plan plus tard. Tous les travaux que vous allez faire à compter de l'ouverture de la procédure collective, c'est du passif postérieur. Et là, ce passif postérieur, sous la responsabilité de l'administrateur judiciaire, vous serez payé à l'échéance. Vous n'allez jamais être payé aussi rapidement qu'en procédure collective. Tout le travail précédent sera perdu si vous n'avez pas pris soin de vous faire payer avant. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez vous faire payer par provision, d'accord, sur vos travaux, et en étant sûr que lorsque l'audience se profile dans 1 semaine, 3 jours, 2 jours, demain, vous soyez payé. Oui, ce qui est important, c'est quand on parlait de travail pédagogique, ça fait partie de la pédagogie à expliquer aux clients, même dans le cadre d'une prévention. Hein. Dans le cadre d'une prévention, je suis en difficulté. Le premier truc qu'on lui met sur la table, c'est on va faire intervenir un administrateur judiciaire, mais il n'est pas payé, c'est pas du pro bono. Hein. Voilà, il y a un coût. Et votre expert comptable, hein, votre serviteur qui travaillait pour vous, vous aviez l'habitude d'avoir une prestation comptable, etc. Là, il va y avoir des coûts exceptionnels. Donc, il faut le comprendre. Et je vous assure que c'est le plus dur. Hein. Une fois que vous avez débloqué dans l'esprit du dirigeant ce mécanisme en disant « Ok, ça va me coûter, mais je préserve peut-être mon entreprise », alors que si j'essaye de jouer les rapias et de dire « Bon, non, c'est pas la peine de faire bosser telle et telle personne, je vais continuer à gérer les choses comme je les gérais tout seul », vous êtes à peu près sûr d'aller à la catastrophe. Mais c'est très compliqué, c'est très humain, hein, c'est viscéral même. Hein, c'est ma boîte, c'est machin. Je suis déjà en difficulté, je ne me paye pas bien souvent depuis 3 mois, 4 mois, machin.
Et là, l'expert comptable, il arrive, et l'administrateur, machin, il faut que je paye un billet de 10, 15 000 pour. Et voilà. Donc, c'est vraiment toute cette difficulté, cette appréhension pédagogique, psychologique, cette démarche pédagogique. Et de la même façon, quand on ouvre une procédure collective, c'est de dire attends, là, tu ne peux pas y échapper. Par contre, c'est peut-être important de commencer à préparer les choses. Hein, c'est tout ce dont on a parlé, hein, c'est l'anticipation. Donc, c'est peut-être pas la peine que tu payes ta TVA, c'est peut-être pas la peine que tu payes tes charges. De toute façon, tu es bon, tu préfères tout payer, être à jour et démarrer ta procédure collective avec 0 de trésor. Et ça s'appelle presque mourir en bonne santé. Enfin, pas tout à fait, parce que là, si on ouvre une procédure collective, on n'est pas en bonne santé. Mais mourir sans dette. Ouais. J'ai tout fait, je suis un bon élève, j'ai pas créé de passif, machin, j'ai tout payé au maximum, mais voilà. Ben non, mais j'ai plus rien. Donc j'ai plus rien pour commencer, en fait, t'es con. T'as été trop honnête, entre guillemets. Mais quand Alexandra a parlé d'outils de gestion, ok, je sais que j'y vais. Donc avant d'y aller, je me prépare différemment. Et je n'ai plus les mêmes réflexes de gestion que si j'étais une bonisse. Je sais que j'ouvre une procédure collective. Mais si j'ouvre une procédure collective et que mon expert comptable passe du temps à effectivement mettre à jour mon passif, parce que c'est aussi la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tribunal et du représentant des créanciers que d'avoir un passif à jour. Hein, c'est pas la peine de dire si j'ai 1 million de passifs, c'est pas la peine de dire que j'ai que 100 000. Hein, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va se retourner contre vous aussi. Donc, il y a un travail en amont et bien évidemment, il faut expliquer aux dirigeants, attends, tu ne payes pas ta TVA, tu ne payes pas tes charges, tout ça, ça sera décalé. Tu n'es pas un bandit de grand chemin, mais il faut quand même que tu me payes. Parce que je vais quand même assurer une bonne ouverture de procédure pour toi. Et si tu ne me payes pas et que je fais rien et que je ne te donne pas les conseils adéquats et que tu démarres effectivement mal ta procédure, il y a toutes les chances d'aller dans le mur. Donc c'est tout ce travail de pédagogie, mais ça veut dire avoir une connaissance globale de la procédure, ce qui se passe en amont à l'ouverture pendant la période d'observation, rassurer le dirigeant sur ses cautions personnelles, parce qu'effectivement, ta procédure collective, on est sous cloche, elle te protège aussi, elle ne te protège pas après. Viendra c'est un autre sujet, mais qui dépasse peut-être le cadre, parce que là, sinon, on est parti jusqu'à minuit. Mais tu es protégé. Tu es protégé parce qu'il y a une action positive de ta part de démarrer une procédure. Et puis, par ailleurs, si tu veux la démarrer de la meilleure des façons, il va falloir que je t'accompagne. Je l'en parlais tout à l'heure, l'ouverture d'une prévention, d'une procédure de conciliation dans le bureau du président du tribunal de commerce. Quand on est accompagné de son expert comptable, effectivement, et que bien souvent, en fonction des présidents de tribunaux dont c'est la compétence, l'ouverture, et qui doivent vérifier la situation pour savoir si la conciliation, si on n'est pas en état de cessation des paiements ou pas en état de cessation des paiements depuis 45 jours. Bien souvent, moi, ça m'arrive, le président du tribunal de commerce me regarde et me dit, en tant qu'expert comptable, j'aimerais que vous attestiez vous-même, c'est vous qui attestez, également, le dirigeant c'est une chose, mais vous aussi, je veux que vous attestiez que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements depuis 45 jours. Ça fait réfléchir. Là, quelque part, on s'engage. Mais c'est un gage de crédibilité vis-à-vis de la procédure, des organes de la procédure, du président du tribunal de commerce dans une prévention. Alors, on ne vous demande pas ça dans l'ouverture d'une procédure collective, mais le fait d'être présent, ça rassure les organes de la procédure qui sont présents et qui ouvrent une procédure, enfin qui sont amenés à juger de l'ouverture d'une procédure d'endressement judiciaire. Ça les garantit sur les prévisions financières qui ont été transmises par l'entreprise. C'est principalement ça notre rôle. Et effectivement, il y a tellement peu de gens, tellement peu d'experts comptables qui y vont parce qu'il y a une méconnaissance du sujet, parce que on s'est éloigné de notre client. C'est ce qu'on nous reproche toujours en disant ouais, vous n'avez pas accompagné le client ou vous n'êtes plus là quand l'entreprise est en difficulté. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, quand tu en as marre d'entendre ton expert comptable qui dit tu vas dans le mur, il faut que tu fasses des économies, que tu te serres la ceinture, que machin, que ceci, que cela. À un moment donné, on ferme le chapitre, puis l'expert comptable appelle. Je réponds plus parce que voilà, on s'enferme aussi dans une espèce de déni. C'est aussi toute la difficulté de ces procédures qui sont éminemment psychologiques. Quand je dis que la part du travail, elle est tout autant pédagogique que technique, c'est sérieux, c'est concret. Il faut passer du temps à convaincre le dirigeant qu'il va falloir une décision.
voilà, qui prennent des décisions qui vont le dépasser. Mais, mais pour la plupart, ça les dépasse, donc ils en ont peur, donc ils freinent. Mais plus tu freines, plus tu retardes l'inéluctable, et plus tu commences mal ta procédure. Voilà. Et pour nous, alors enfin en tout cas moi en tant qu'administrateur, c'est pas entendable qu'un expert comptable soit pas payé. Moi, quand je vois des dirigeants qui arrivent pour ouvrir une procédure de prévention et l'expert comptable n'est pas payé, déjà, c'est le mauvais postulat de départ. Parce que de toute façon, pour moi, et je vous le dis comme je le pense, hein, alors je devrais vous brosser dans le sens du poil, pour moi, un expert comptable qui n'est pas payé, à lui seul, il caractérise un passif exigible. Moi, une fois, j'ai un de vos confrères, il me dit, non mais Alexandra, ça fait 2 ans que je suis pas payé, j'aide la boîte. Mais non! Parce que pendant 2 ans, pas être payé, c'est pas aider la boîte, c'est caractériser un état de cessation des paiements qui dure depuis plus de 2 ans, parce que les factures, elles sont émises, et qu'on constate qu'elles sont pas payées. On peut peut-être applaudir l'administrateur judiciaire Non, mais, qui dit que le non-paiement des honoraires de l'expert comptable caractérise à lui seul l'état de cessation des paiements. Oui, mais c'est ça, mais c'est hyper important de le dire, parce que la réalité, c'est qu'une boîte, si pendant 2 ans, elle paye pas son expert comptable, il y a d'autres sujets de fond. Et le problème, c'est que vous pouvez pas être la variable d'ajustement. Donc, vaut mieux dire au client, écoutez, vous voulez pas entendre, on arrête parce que c'est une réalité, vous êtes en état de cessation des paiements, plutôt que de le sponsoriser pendant 1 an, parce que ou 2 ans, parce que pendant 2 ans, il creuse le trou, c'est une réalité. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est, à mon sens, aujourd'hui, ce qui fait trop que vous n'allez pas sur les procédures de prévention et les procédures collectives, parce que vous avez la crainte de ne pas être payé de vos honoraires. Alors qu'au contraire, alors comme l'a dit Nassim, en procédure, il y a 0 sujet, vous n'allez jamais être aussi mieux payé qu'en procédure collective, parce que là, pour le coup, on a vraiment besoin de vous. Et avant la procédure, normalement, avant le dépôt, vous savez à quelle date l'audience va intervenir, donc vous devez être payé. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez très bien dire à l'administrateur, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur, l'administrateur, quand vous allez vers une procédure collective, vous l'avez identifié avant d'aller à l'audience. Donc, vous savez avec quel administrateur vous voulez bosser, et à l'audience, le dirigeant, il va demander avec quel administrateur il veut bosser. Donc, tout ça, ça s'organise. Et parfois, c'est pas simple. Moi, ce que je peux comprendre aussi, c'est qu'il y a la relation commerciale. Faut pas se mentir. Donc, on veut la préserver. Donc, parfois, vous passez un coup de fil à l'administrateur en disant, bon, voilà, on va se voir, on va parler redressement judiciaire. Pour info, je suis pas payé de temps. Il serait bon de passer le message à mon client que, par contre, les honoraires, il faut qu'elles soient payées. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile à dire aux dirigeants, bon, par contre, votre expert comptable, il est stratégique, c'est le bras droit. Moi, je vais être que le bras gauche. Donc, payez-le, parce que si vous le plantez, on va pas le revoir et on va avoir un vrai sujet. Et surtout, devant le tribunal, on aura aussi un sujet. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Du coup, pour basculer, parce qu'on va être short en timing, sur qu'est-ce que vous apportez après, une fois que la procédure est ouverte. Alors là, je parle pour ma partie. Nous, ce qu'on attend de vous dans le cadre des procédures, alors on vous fait une lettre de mission, on maintient la lettre de mission qui est en cours, évidemment, hein, la lettre de mission, révision comptable, tout ça, ça ne change pas. Par contre, on demande une mission complémentaire sur le suivi de la procédure. Et là, dans le cadre du suivi de la procédure, alors à l'ouverture, on demande un budget, même s'il a été déposé avec la déclaration de cessation des paiements, parce que parfois, il y a des variables d'ajustement qui interviennent entre le moment où le dossier a été déposé, le jugement. Donc, il faut remettre à jour le budget. Donc, on demande budget, exploitation, trésorerie sur la durée de la période d'observation. Et tous les mois, on demande une situation mensuelle. Donc, il faut être conscient qu'un dossier de procédure collective, ça peut être très lourd et très chronophage pour des cabinets. Et là, il est aussi de votre rôle de dire, je ne peux pas faire. Moi, je préfère un expert comptable qui me dit, je ne sais pas faire ou je ne peux pas faire. Et souvent, c'est je ne peux pas faire parce que la situation mensuelle, c'est la même en procédure collective ou dans une boîte qui va très bien. Hein. Ça ne change pas. La seule chose, c'est les classes, on vous le demande mensuellement. Et on vous le demande au 15 du mois. Alors là, maintenant, ils me détestent tous. Et au 15 du mois, c'est pas au 16. Parce que si le problème, c'est que si tout le monde décale, à chaque fois, on a toujours, c'est pas une semaine de décalage qu'on a, c'est 1 mois, 2 mois, et puis parfois, pendant 3 mois, on n'a pas les situations mensuelles. Donc, les situations mensuelles, on est vraiment intransigeant là-dessus. Le but, c'est quoi? C'est de s'assurer que le réalisé est cohérent avec le budget qui a été produit à l'ouverture de la procédure. Et de s'assurer qu'à tout moment, si ça dévisse, on puisse prendre des mesures. Alors, parfois de simples restructurations, réduire les charges, aller plus vite dans la restructuration à mener, ou parfois aller plus rapidement vers un plan B, le plan de cession qu'on évoquera la prochaine fois. Donc, nous, ces situations, elles sont stratégiques. Si on ne les a pas, on ne peut pas fonctionner dans la procédure et on ne peut pas confirmer au tribunal que la période d'observation peut être maintenue, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'on ne crée pas de passif fauteur. On en a besoin systématiquement. Donc, il est aussi de votre responsabilité de dire je ne peux pas, je n'aurai pas le temps, je n'ai pas les effectifs, ce n'est pas la bonne période. Et là, d'intervenir en co-traitance, enfin en sous-traitance avec des experts qui ont des services
qui font de la procédure collective et qui ont les effectifs pour pouvoir traiter ce genre de procédure. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, quand vous avez des experts comptables qui n'ont pas le temps, qui veulent absolument s'accrocher au dossier, rester sur le dossier, mais matériellement, la procédure, c'est 12 mois, hein, on n'ira pas à 18 dans une sauvegarde et qu'on n'a pas les situations mensuelles et que ça devient un fardeau d'arriver à faire converger tout le monde pour arriver à sortir un plan, on ne peut pas y arriver. Donc, vaut mieux sortir ponctuellement juste sur la partie procédure collective, garder la mission de révision des comptes ou d'établissement des comptes, mais par contre, se faire aider d'un confrère qui maîtrise ces procédures, qui a les effectifs pour travailler en co-traitance et vous récupérez le dossier une fois que ça partira en plan. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, ça peut être l'objet de lutte avec certains de vos confrères qui veulent essayer, mais parfois, on n'a pas le temps d'essayer parce que la situation est déjà trop compliquée. Je ne sais pas si tu veux compléter sur la partie co-traitance, parce que pour le coup, moi, c'est une sous-traitance. Non, il faut bien comprendre que les organes de procédure, l'administrateur judiciaire, qui est le garant de l'entreprise vis-à-vis du tribunal de commerce, qui doit rendre un rapport régulier de la situation et de l'exploitation, justement pour savoir si on ne crée pas de nouvelles dettes et qu'on est bien dans les clous du prévisionnel qui avait été transmis dès le départ. Lui, l'administrateur, il est là pour vous aider. Bien souvent, il est vu comme un empêcheur de tourner en rond parce qu'il me demande de co-signer les chèques, je ne peux rien faire, je ne peux plus rien payer. Mais il est là vraiment pour aider l'entreprise et faire en sorte qu'elle s'en sorte. Alors, soit elle s'en sort par elle-même et elle arrive à organiser un plan d'apurement de son passif, soit effectivement en organisant une cession de ses actifs dans un cadre de plan de cession judiciaire. Mais c'est indispensable que l'expert comptable, parce qu'on n'est pas dans le rôle d'un collaborateur qui saisit de la production comptable. Vous avez un rôle prépondérant, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement dès le départ, de l'accompagnement de l'expert comptable, c'est un vrai accompagnement. C'est-à-dire que là, il faut prendre votre dirigeant entre quatre yeux. Alors, je vois des questions en disant oui, on n'est pas devin, puis le dirigeant parfois est complètement largué, comment vous voulez qu'on fasse un prévisionnel? Alors, c'est pas grave, on peut faire un prévisionnel fourchette haute, fourchette basse, on peut donner quelques éléments, mais au moins les principaux indicateurs de la boîte. On est capable, on se fout totalement, c'est pas de la technique comptable dans une procédure collective, on est dans l'urgence. On se fout totalement du cut-off, de la FNP, de la CCA, de machin, de trucs, enfin tout ce qui fait notre quotidien, le sel des bilans, de machin, de trucs, on s'en fout complètement. Quand on demande des prévisionnels, des machins, on ne demande pas de rentrer dans le détail du cut-off de la facture, machin truc, bidule chouette. C'est pas le sujet. C'est les principaux agrégats financiers de l'entreprise, on les connaît. Si le dirigeant n'est pas capable de maîtriser son chiffre d'affaires, qui est l'élément cardinal de l'activité de son entreprise, etc., c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas des sujets comptables. C'est des sujets, tu connais ton activité ou pas. C'est pas très difficile de mettre un chiffre d'affaires en face. On connaît les charges de structure de la boîte, le bail, la masse salariale, les amortissements, qui ne sont pas des charges décaissées comme chacun sait, mais tout ça, on arrive à maîtriser un compte de résultat. L'exploitation, il est facile à faire. Et en matière de trésorerie, c'est toujours, il y a un peu de complexité, mais globalement, on sait si on va vers le plus, si on est à zéro, si on est étal ou si on va vers le moins. C'est ça dont a besoin l'administrateur. Quand Alexandra nous dit on a besoin d'un prévisionnel et des tableaux de bord qui tombent le 15 du mois, ne demande pas un détail au centime près, c'est pas le sujet. On est en train de faire un bilan et l'administration fiscale ne demande plus un bilan au centime près depuis bien longtemps. Mais donnez-moi l'évolution de la boîte. On crée de la dette ou pas? On est capable de payer les salaires ou pas? Et ça, je vais vous dire, c'est fondamental. Pour savoir si une boîte est en état de cession des paiements, moi, en général, je ne traîne pas longtemps. Tu peux payer tes salaires à la fin du mois? Oui ou non? Tu peux pas? Ben, c'est bon, c'est cuit. Pas besoin de tourner des bilans et rentrer dans le détail de la compta, etc. Mais ça nécessite que le dirigeant il se saisisse de la situation et qui traite pas ça comme une charge, comment dirais-je, une obligation supplémentaire qu'il n'a pas envie de gérer, etc. Il faut quand même qu'il se saisisse de sa responsabilité. Et c'est tout le travail pédagogique en amont de lui dire, écoute, si tu te prends pas à bras le corps sur le sujet, on ne pourra pas t'aider parce qu'effectivement, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on peut donner des éléments prévisionnels et on peut donner une fourchette haute, une fourchette basse. On peut donner des éléments, voilà, des indicateurs. Et il faut que ces indicateurs ils correspondent à la réalité. On ne peut pas dire depuis des années je fais de la perte, tout d'un coup, parce que j'ouvre une procédure collective, je vais me mettre à faire
des profits colossaux pour payer mon passif. Non, encore une fois, il faut que ça corresponde à la réalité. Certes, on a un passif qui est gelé, donc c'est un impact trésor, mais la marge, et ça, on le sait pertinemment, le sujet le plus important à l'ouverture d'une procédure collective, c'est effectivement de la prendre en amont pour bien préparer les indicateurs, mais de redresser les effets de marge, parce que bien souvent, structurellement, la marge, si on fait des pertes, c'est que la marge est pas au rendez-vous, on a trop de charges d'exploitation. Et on se retrouve bien souvent dans des mécanismes également où le gel de la situation du passif, etc., fait que ça crispe, ça tend la relation avec les principaux fournisseurs de la boîte. Parce que quand l'autre il appelle en disant ah, j'aimerais bien que tu me payes, ah bah, je peux pas, j'ai ouvert une procédure collective, donc interdiction. Alors, déjà, ça fait partie du travail pédagogique. Hein. Il faut surtout pas que le dirigeant, enfin, on lui a dit 36 fois, l'administrateur aussi, quand on a démarré la procédure, mais il faut pas que le dirigeant se mette à faire des chèques, parce qu'il sera sous pression. Il faut qu'il le comprenne. Il sera sous pression de ses principaux fournisseurs en disant si tu ne me payes pas, je ne te livre plus. Parce que moi, tu me plantes, machin. Mais, sauf qu'on est effectivement, Nassim l'a dit, on est dans un état de droit. Et le fournisseur, ça ne lui plaît pas, mais c'est quand même la règle. À part quelques exceptions, notamment avec la loi Guesso dans le transport. Mais le sujet, il est là. C'est préserver la confiance de ses fournisseurs. Parce que si les fournisseurs, OK, tu m'as raconté la messe et globalement, tu ne m'avais pas dit que tu allais me planter en ouvrant une procédure collective, donc je ne travaille plus avec toi. Aucun intérêt de cacher la situation aux principaux interlocuteurs, à l'écosystème de l'entreprise qui est indispensable à son bon fonctionnement. Plus on le cache, et plus c'est mal pris, et plus c'est difficile de faire fonctionner la boîte. Oui, et en conclusion, de toute façon, un fournisseur, un banquier, l'URSSAF ou le Trésor public, il ne faut pas oublier quand même que la boîte, c'est son fonds de commerce. Hein. Donc, le fournisseur, demain, s'il ne travaille plus avec la boîte, il perd du chiffre d'affaires. C'est une réalité. Le fournisseur, ce qu'il veut, c'est qu'on ne creuse pas le trou. L'effet de la procédure collective, ça va geler la dette. Et l'objectif de la procédure, c'est de ne plus créer de trou. Donc, matériellement, le fournisseur, il aura beau s'égosiller à dire « tu m'as planté », oui, c'est sûr. Mais vous verrez que dans 80% des cas, il continuera à travailler avec la boîte. Et ça, c'est ce que les chefs d'entreprise n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils disent la banque va arrêter les concours, les fournisseurs vont planter, j'aurai plus de clients. Mais non, les fournisseurs, ils vont continuer à travailler parce qu'ils n'auront jamais été aussi mieux garantis en procédure qu'ils vont être payés. Les clients, ils vont voir que la boîte, elle tourne et qu'elle n'est pas en liquidation, elle est soit en sauvegarde, soit en redressement. Et c'est là notre intérêt aussi et le travail d'équipe de venir expliquer, nous, aux fournisseurs et aux clients, que la boîte, elle ne va pas s'arrêter demain matin. Et les partenaires bancaires, ils continueront la relation commerciale parce que vous savez que les banquiers, on l'a déjà dit en amiable la dernière fois, ils font de la banque, mais ils vendent aussi maintenant des mutuelles, des téléphones et ils ont plein d'activités super sympas. Donc, ils peuvent faire du placement de produits. Donc, c'est pour tous les interlocuteurs, même une procédure collective, elle a un intérêt. Nassim, le mot de la fin? Anticiper. Du coup, on voit qu'il y a des questions. Alors moi, c'est trop petit, hein, je vois rien du tout. Là, je ne peux pas aider. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. J'ai répondu. Ouais, c'est bon. Oui, pour le prévisionnel, nous ne sommes pas des devins. J'ai répondu, il faut concours du dirigeant qui est parfois totalement largué, difficile de faire un prévisionnel dans ces conditions. Mais parfois, le dirigeant ne se saisit pas du sujet, dépression, problèmes personnels, annexes, etc. Oui, non, mais c'est les 3D. Oui, c'est la règle des 3D. C'est pour ça que d'ailleurs la PESA est constituée notamment. Mais normalement, dépôt de bilan, dépression, divorce, en général, ce sont des choses un peu cumulatives. Donc c'est vrai que c'est pas, on parle pas de choses très agréables. Quand on parle de pédagogie et qu'il y a autant de pédagogie que de technique, parfois même plus, c'est tout l'environnement de l'entreprise, du chef d'entreprise et de son environnement personnel. C'est quelque chose de très viscéral, très viscéral. Et c'est vrai que nous, nos études ne nous apprennent pas ça. On dit que nos honoraires vont être payés en priorité. L'ancien article 40, pour ceux qui s'en souviennent, ou pour ceux d'aujourd'hui, 622-17 du Code de commerce, oui, on n'aura jamais aussi bien travaillé et aussi, on n'a jamais été aussi mieux payé par l'entreprise que dans cette période. Alors certes, on s'est fait planter en amont, mais non, on a vu que non maintenant. Alors, oui, bien souvent, on a une ardoise, mais quand on a été
proactif, qu'on a été diligent, etc., on a fait comprendre aux dirigeants quand même que c'était son intérêt de bien payer son expert comptable, même s'il y avait de la dette. Bon, il se peut qu'on ait pu être planté, etc., mais on reste quand même une profession citoyenne, c'est ce que je dis à mes interlocuteurs et à chaque fois au tribunal de commerce quand ils nous disent « vous lâchez vos clients ». Non, on n'a pas lâché nos clients. Ce sont bien souvent nos clients qui nous ont lâchés parce qu'ils en ont eu marre, qu'on les rappelle alors, qu'on leur dise qu'ils allaient dans le mur, etc. Et que bien souvent, finalement, ils ont un train de vie qui dépasse leurs ressources. Et puis voilà. Enfin, on rencontre ça tous les jours. Et après, il y a ceux. Alors, c'est ceux qui sont les pires à sauver, ceux-là parce qu'ils ont du mal à comprendre. Et puis après, il y a ceux qui ont un véritable actif industriel, professionnel, etc., et qui sont impactés par des éléments conjoncturels. Et il va y en avoir un paquet, même si aujourd'hui, ce n'est pas le tsunami annoncé. J'avais anticipé peut-être un peu trop vite en disant que septembre 2022, post-élection, post-Covid, post-PGE, post-tout ce qu'on veut, post-élection et post-congé, ça risquait d'être extrêmement tendu. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a une montée en puissance des procédures collectives. Je ne sais pas si tu surtout des procédures de prévention pour la restructuration du PGE. Oui, alors parce qu'en début d'année, il y avait un accord de place. Il y avait un accord de place via Bercy, négocié par Bercy, en disant OK, les banques, je mets toutes les banques autour de la table, et si les entreprises ont de véritables difficultés, on va pouvoir, on a braqué le verrou de Bruxelles. Et on va pouvoir négocier avec les banques pour pouvoir étaler un petit peu plus le PGE. Et finalement, force est de constater que quand les dirigeants se retrouvaient face aux banquiers en disant « Attends, tu m'étales un peu parce que Bercy, j'ai vu dans les échos ce matin que tu pouvais… Voilà. » Et les banquiers, la réponse du banquier, c'est de dire « Ah non, surtout tu fais pas ça parce que sinon tu vas te faire desfaquer, tu vas te faire dénoter, tu vas avoir une mauvaise note Banque de France. Donc non, tu payes ton PGE correctement. » Donc il n'y a qu'une façon de négocier proprement avec les banques sur justement cet aspect-là, c'est la conciliation, la prévention, avec l'administrateur judiciaire qui saura parler un langage commun avec les établissements financiers notamment et les principaux créanciers de la boîte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être dans la salle? C'est limpide, maintenant vous savez comment vous faire payer, donc c'est bon, tout est clair. Je voudrais juste finir un mot. Non, mais ça fait partie aussi des questions qui sont posées en disant est-ce que l'expert comptable prend une responsabilité sur la situation dégradée de l'entreprise, etc. Enfin, vous n'êtes pas mandataire social. Enfin, c'est pas vous qui dégradez l'entreprise. Vous avertissez votre client. Alors peut-être qu'il faut avertir en laissant des traces écrites, pas juste au téléphone. Voilà, mais à un moment donné, je veux dire, si le dirigeant il déconne ou il aggrave sa situation, etc. Enfin, il le fait en connaissance de cause, ou alors si c'est pas en connaissance de cause, s'il connaît pas les indicateurs de gestion de sa boîte, ou si il se moque totalement du boulot de l'expert comptable pour lui donner des indicateurs et des choses fiables, bah, c'est quand même son problème et sa responsabilité. Je veux dire, on continue à travailler, à être engagé entre guillemets sur le dossier, peut-être sans être payé depuis un certain temps. Et en général, on ne coupe pas les tuyaux, on ne coupe pas les payes parce qu'il n'a pas payé au bout d'un mois. Hein, en général, on continue, et puis il nous dit qu'il va nous payer, et puis on continue, et puis il se passe quand même quelques mois avant que l'expert comptable en ait un peu marre. Mais c'est quelques mois où il a bien dépassé le cadre des 45 jours d'état de cessation des paiements. Là, Alexandra a parlé tout à l'heure, à partir du moment où tu ne payes pas ton expert comptable, quelque part, ça caractérise à soi-même cette situation caractérise à elle seule l'état de cessation des paiements, mais c'est pas totalement faux. Hein. Ah non, mais moi, c'était pas une blague. Hein. Bah, quand il vous dit j'ai pas la trésor pour vous payer et que factuellement il n'y a pas la trésor et qu'on vous doit des sous,
c'est du passif exigible. Enfin, il n'y a pas à tricoter. Donc, forcément, c'est du passif exigible. Donc, ça génère un état de cessation des paiements. Pour compléter, moi, là où je pense que vous avez un risque, c'est sur les fameuses attestations. On en a parlé la dernière fois, on ne va pas revenir dessus parce qu'on va trop déborder, mais c'est les fameuses attestations dans les restructurations de PGE, notamment sur les prêts PGE inférieurs à 50 000 € quand vous passez en médiation Banque de France. Où on vous demande d'attester que la boîte n'est pas en état de cessation des paiements. Donc, dans le dossier Banque de France, on vous dit, vous attestez que la boîte, donc c'est vous, hein, c'est pas le dirigeant, hein, c'est l'expert comptable, il y a une attestation de l'expert comptable, comme quoi la boîte a besoin d'une restructuration de son PGE, mais qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Là, je vous invite à bien maîtriser la notion et à vous assurer que dans les vases, vous avez mis les bons chiffres. Parce que moi, j'ai pas plus tard que ce matin, j'ai eu un état de cessation des paiements. Donc, j'ai demandé un tableau Excel en 2 colonnes. Dans l'état de cessation des paiements, à l'actif, on me met le découvert autorisé pour 8 000 € et 10 000 €. Et on me le met à l'actif pour 10 000 €. Donc, je dis, du coup, la ligne, elle est pas utilisée. Ah, si, elle est au taquet. Ah oui, mais alors du coup, c'est plus un actif disponible. Hein. Voilà. Et dans le passif exigible, j'avais tous les prêts bancaires. Bon, alors ça tombait bien. Du coup, on s'en est pas trop mal sorti. Mais pour le coup, si le découvert il est utilisé, il est plus disponible. Il n'a pas écouté Nassim. Il n'est pas venu à la formation la semaine dernière, il y a 4 semaines. Non, mais c'est là où il y a un vrai risque. Vaut mieux pas faire, pour le coup, que faire une attestation comme ça sans maîtriser les éléments à mettre dedans. J'irais même un peu plus loin aussi parce que vous pourriez engager votre responsabilité à ne pas faire. Alors, à ne pas faire quoi? C'est vous accompagner vos clients, vous êtes au courant ou vous ne pouvez pas ignorer que votre client est en état de cessation des paiements. De mon point de vue d'avocat, là c'est un peu l'avocat contentieux qui parle, vous engagez votre responsabilité à ne pas avoir conseillé utilement votre client en lui disant attention, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure, ce que tu disais, d'écrire à votre client en disant au vu des éléments que j'ai en ma possession compte tenu de ma mission de suivi de votre comptabilité d'établissement des documents comptables, etc., votre mission habituelle, je constate que quoi? Je constate que sur votre compte en banque, vous avez 10 000 € et que vous avez 150 000 € de passifs échus depuis plus de 45 jours. Je vous informe que vous êtes en état de cessation des paiements d'après la loi et que vous devez prendre les mesures. À défaut, vous engagez votre responsabilité. L'expert comptable qui ne fait pas ça, de mon point de vue, ne remplit pas son obligation de conseil. Et je pense que vous avez une obligation de conseil général sur ce sujet-là précis, d'avoir à informer votre client qu'il est dans une situation où lui-même engage sa responsabilité personnelle sur ses deniers personnels. Et alors, je parle même pas des commissaires aux comptes. Hein. Il n'y en a plus, il y a le loi qui est passé par là. Non, mais quand même, il y en a. Blague à part, il faut. Oui, et blague à part, parce que à chaque fois qu'on parle aux administrateurs, tribunaux de commerce, etc., sont les premiers à nous soutenir ou à soutenir la profession sur cet élément, parce que même si le commissaire aux comptes n'avait pas, on peut pas dire qu'on était noyé sous les rapports d'alerte. Voilà, ça c'est évident, c'est en partie ce qu'on pouvait nous reprocher. Malgré tout, il avait quand même un intérêt. Mais sans parler du commissaire aux comptes, qui a une obligation spécifique sur ce sujet-là, on reste quand même collé à l'expert comptable, qui est la vigie de l'entreprise et le premier conseil. Sauf qu'on a bien compris que ces sujets, c'est des sujets de la même façon que ça embête le dirigeant parce qu'il ne sait pas trop quoi faire et il est un peu perdu. L'expert comptable, dans la situation qu'il a sienne vis-à-vis de son client, puisqu'il n'est pas payé, etc., lui aussi, il est peut-être un peu perdu et il ne maîtrise pas totalement ces sujets-là. Vous savez que dans les éléments qui sont mis à disposition des entreprises, vous avez le CIP, le Centre d'information et de prévention à destination des dirigeants de PME, qui ont peut-être envie d'écouter un autre son de cloche que leur expert comptable pour peut-être être rassurés sur leur situation ou s'assurer que ce que dit l'expert comptable, c'est bien réaliste. Et puis, vous avez ce qu'on a mis en place depuis 2 ans au sein de l'ordre. Et j'insiste là-dessus. Donc, par exemple, les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, là, qui sont arrivées en tout petit sur l'ordinateur ou même des questions qui peuvent vous traverser l'esprit après une bonne nuit de sommeil.
on a créé une cellule qui s'appelle Soutenir vos clients en difficulté, qui est à l'intention des experts comptables. Donc, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais si vous vous sentez perdu face à une situation plus ou moins difficile de votre client, vous ne savez pas comment le conseiller. Je répète, mais on a mis en place, et notre permanente qui est ici dans la salle, que je salue, Mélodie, on a mis en place une ligne dédiée. Vous appelez l'ordre. Mélodie qualifie votre appel pour savoir s'il s'agit d'un sujet de prévention ou de manière plus importante. Bien souvent, d'ailleurs, elle me renvoie le mail en disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut transmettre, etc. On a monté un partenariat avec tous les tribunaux de commerce du ressort qui ont joué le jeu, qui nous ont donné les numéros de téléphone de juges chargés de la prévention. D'accord ? Donc, vous sentez qu'un de vos dossiers est en train de... Ça sent pas bon, ça sent le vinaigre, et vous ne savez pas trop comment le conseiller, comment l'orienter, etc. Vous appelez l'ordre, et l'ordre vous mettra en relation avec le tribunal de commerce compétent du ressort de votre client, un juge chargé de la prévention qui analysera avec vous factuellement. Il vous demandera les éléments de l'entreprise, etc. Et puis, il vous dira ce qu'il en pense. Est-ce que c'est du ressort de la prévention ou est-ce que la situation est plus grave et l'état de situation des paiements est avéré? Auquel cas, il vous dira, voilà ce qu'il faut faire, il faut faire une procédure collective et voilà. Et voilà, franchement, n'hésitez pas. Et dans le cadre de cette cellule, on a également une newsletter régulière. Vous avez un site internet dédié. Voilà, c'est un élément qui est censé vous fournir de l'information et vous rassurer dans une période difficile pour vos clients. On va rentrer dans des périodes de turbulence, on le sait, avec les remboursements de PGE, les remboursements de dettes qui se sont accumulés, etc. Et puis l'augmentation, l'effet conjoncturel, l'augmentation des matières premières, de l'énergie, la raréfaction des crédits avec une augmentation des taux de financement importants. Donc, financer des BFR, déjà, ce n'est pas le rôle de la banque, mais encore plus dans ce contexte économique. Et donc, on doit être encore plus présent, j'ai envie de dire, sur l'analyse de la trésorerie. Et si vous n'avez qu'une chose à faire, moi, j'ai envie de dire, c'est briefer vos collaborateurs. Quand tu traites la comptabilité de ton dossier, vérifie qu'il ne soit pas à découvert. Essayez de prendre la tâche avec votre client pour savoir quelles sont ses autorisations de découvert, quelles sont ses limites, etc. Et ça sera vraiment un élément déjà de relation un peu différent que tu as tant de TVA à payer ou tant de charges sociales, etc. Prenez le pouls de la trésorerie de votre entreprise, c'est un élément à mon sens capital, et ne serait-ce que de demander à votre client les autorisations de découvert et où il en est de sa trésorerie, etc. Je pense que déjà ça fait basculer une relation de manière un peu différente. Voilà. Bon, et encore une fois, appelez cette cellule si vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise. Appelez l'ordre. On ne vous juge pas. C'est pas le but. C'est justement de vous donner des moyens pour des moyens de traitement. Enfin, en tout cas, une ligne dédiée. C'est pas SOS, médecin, alerte, machin, mais c'est censé vous donner. C'est censé vous donner une aide dans un moment où vous ne savez pas quoi faire. Oui, alors nous c'est pareil, vous pouvez nous consulter encore une fois, Nassim vous dira pareil, l'objectif c'est de construire une équipe autour du dirigeant, même s'il n'y a pas de procédure, l'objectif c'est de se connaître, plus on se connaît, mieux on est pertinent, parce que c'est dans le cadre des procédures, après c'est trop tard pour faire connaissance, le but c'est de se connaître en amont pour être efficace comme une bonne équipe de rugby ou une équipe de foot, c'est plus d'actualité en ce moment. C'est le mot de la fin. Anticiper. Anticiper. Non, vraiment, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et surtout, n'ayez pas peur d'accompagner vos clients dans le cadre de procédures, y compris de procédures collectives. Ce sont des outils qui permettent de sauver des entreprises. Et si on a autant de liquidations judiciaires en France, c'est plus de 50 000 défaillances d'entreprises qui se terminent en liquidation judiciaire. Pour un très grand nombre, c'est parce que justement les dirigeants n'ont pas suffisamment anticipé les difficultés. Donc, il y avait les outils, sauf qu'ils les ont utilisés trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est la liquidation judiciaire. Donc là, il y a beaucoup de gâchis en France. Et vous êtes vraiment, j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé tout à l'heure, la vigie. Vous êtes la vigie du dirigeant
et la vigie de l'entreprise. Donc, c'est une énorme responsabilité que vous avez, mais donc c'est beaucoup de responsabilités, de devoirs, mais ça fait partie de votre fonction, de votre métier, et en même temps, vous êtes les seuls à pouvoir aider les entreprises et surtout à détecter leurs difficultés dès qu'elles arrivent. Donc vraiment, nous, en tant que professionnels de la restructuration, on compte énormément sur vous, sur votre travail quotidien, et on est à vos côtés justement pour vous aider et aider les entreprises à faire le diagnostic nécessaire, le diagnostic qu'il faut pour utiliser et ouvrir les procédures adéquates. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci, messieurs.